Salut tout le monde, bienvenue dans Zero to Hero. Aujourd'hui, on fait une masterclass MicroSAS IA. Donc, avant de commencer, je tiens juste à dire quelques petits trucs. La première chose, c'est vraiment rester jusqu'à la fin parce que ce que je vais vous partager là aujourd'hui, c'est vraiment de la frappe, c'est de la boulette, c'est juste incroyable. Tout ce que j'ai pu trouver là ces derniers mois et ces dernières semaines, vraiment ont changé la perception que j'ai de la facilité à laquelle on peut créer un micro SaaS et à laquelle on peut développer son propre business en fait, hein, avec de l'intelligence artificielle. Donc vraiment, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin, regardez vraiment toute la masterclass, mais vous allez apprendre des trucs de dingue, hein, vraiment, vraiment. OK? Alors, on va la commencer tout de suite, pour pas perdre de temps. J'imagine que vous aussi, vous êtes assez pressés. Alors, donc déjà, masterclass micro SaaS IA. Pourquoi je dis IA quand même? C'est parce que c'est l'IA qui fait le SaaS. C'est pas parce qu'il y a forcément du de l'IA dans le SaaS. Petite précision au cas où. Donc, avant de commencer, je vais faire, enfin, c'est même pas avant de commencer, on commence tout de suite. Je vais vous parler directement du plan. Le plan est, assez simple, il est devant vous. Donc il y a l'introduction, on va parler donc des types de micro SaaS, la monétisation de votre micro SaaS. Très important de penser à la monétisation, surtout post-IA, je vais vous expliquer ça. On va parler du framework de développement. Alors bien sûr, quand je parle de développement, c'est pas du code forcément qu'on tape à la main, c'est l'intelligence artificielle qui fait le développement, d'accord? Mais il y a quand même un framework. On va voir aussi les outils à utiliser avec ce framework parce que ce framework est plutôt modulable. C'est ça qui est vraiment cool, c'est il s'adapte à l'évolution qu'on veut avoir sur le micro SaaS. On va parler aussi donc de la création du back-end. On va parler des erreurs et du débugage, un sujet ultra sensible et dont beaucoup de gens se pètent les dents, surtout ceux qui savent pas coder. Parce que bien sûr, ce micro SaaS, enfin cette masterclass est dédiée à ceux qui savent pas développer, hein. Ceux qui savent développer ont moins besoin de moi, mais quoique ils peuvent être très intéressés par rapport à la vitesse d'exécution, à quel point ils peuvent lancer un petit SaaS rapidement ou leur projet très rapidement grâce, à ce que je vais vous présenter, aujourd'hui. Donc ensuite, on va parler aussi du déploiement de son micro SaaS, c'est-à-dire où est-ce qu'on va le faire héberger. On va voir aussi tout ce qui est lié à l'analytique, comment savoir et comprendre les données, comment on les récupère, et cetera. Bien sûr, je vais vous mettre des recommandations, ça c'est obligatoire quand même. C'est des petites, points de vue des choses que j'ai pu remarquer par moi-même, donc d'expérience. On va parler aussi de comment faire connaître son micro SaaS en termes marketing. Vous allez voir que c'est très intéressant aussi. Quelques rappels qui me semblaient nécessaires et en plus de ça, je vous donne 50 idées de micro SaaS que vous allez pouvoir développer, hein, OK? Donc vraiment, je vous ai fait une masterclass de la masterclass, quoi. C'est vraiment, j'ai rien retenu, je vous partage absolument tout et j'espère que ça vous servira comme moi ça peut me servir et comme moi ça va me servir même dans le futur parce que c'est quand même relativement incroyable ce que j'ai pu découvrir. OK? Donc on va commencer tout de suite. Alors, cette vidéo est faite pour aider les non-devs à créer des microsas le plus rapidement possible et le plus facilement possible. D'accord? Donc, c'est vraiment pour les non-devs que je le fais. Parce que je pense vraiment qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle va rebattre les cartes et que les choses vont être beaucoup plus faciles d'un point de vue développement par rapport à l'IA. Et donc, c'est une vague dont il faut profiter. Alors, à qui s'adresse cette masterclass? Au niveau débutant jusqu'à amateur. Mais bien sûr, les experts, bon alors pour le coup, ça les concerne moins parce que s'ils sont experts, ils savent développer, ils savent faire tout ce qu'ils veulent. Le truc, c'est que ça prend relativement du temps. Avec, ce que j'ai pu découvrir et ce dont je parle dans cette masterclass, il y a peut-être moyen d'aller encore plus vite pour eux et ça peut être très intéressant. Donc même si tu n'es pas forcément un non-dev, beh, si tu es un dev, regarde quand même, la masterclass, il y a peut-être des trucs sympas et au pire des cas, bah, tu auras passé un bon moment avec nous. OK? Alors, définition d'un microsas, ça me paraît aussi assez intéressant. Donc c'est un produit qui réalise une à 3 fonctionnalités maximum. Alors, normalement, je vous recommande toujours une fonctionnalité. Vous faites un seul truc, vous le faites bien, vous vous cassez pas la tête, vous déployez votre SaaS et puis vous le mettez sur le marché le plus rapidement possible. Ça, c'est vraiment le truc le plus cool et le mieux à faire. Mais des fois, dans certains microsas ou certaines idées, il peut y avoir un problème par rapport au fait est que il faut quand même une deuxième fonctionnalité parce que sinon la première n'a pas trop de sens. Ça peut arriver dans certains cas et donc pour ça que je vous dis un à 3 en gros, mais si vous pouvez faire qu'un seul truc, faites-le, c'est beaucoup mieux. Combien coûte la création de votre micro SaaS? Ça, c'est très intéressant.
Alors, c'est pas gratuit, d'accord? Mais c'est quand même relativement, mais relativement beaucoup, 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 beaucoup moins cher que ce que ça pouvait être dans le passé, hein. Donc déjà, je vous conseille de mettre 20 à 50 € juste pour de l'apprentissage. Là, le but, c'est pas de développer, le but, c'est de créer plein de trucs différents, de d'apprendre, par exemple, à faire des intégrations API avec l'IA, d'apprendre à créer des pages, comprendre les limites qu'il a, comprendre les problématiques qu'il peut rencontrer, comment il faut lui parler, vous voyez? Ça va vous permettre d'apprendre aussi à utiliser Supabase avec l'IA et de comprendre un peu tout l'univers de comment ça fonctionne. Ne vous dites pas: «Je vais essayer de faire un projet pour réaliser un projet». Faites juste pour apprendre et après vous pourrez réaliser votre projet. Ensuite donc on a le nom de domaine, donc 10 ou 15 €, je sais plus exactement, enfin c'est pas grand chose. Pensez aussi à votre email professionnel. Donc là, vous avez 2 choix, soit vous achetez sur un provider de mail. Moi, par exemple, je prends Namecheap des fois quand j'ai la flemme ou sinon, vous pouvez aller sur, Google Workspace, ça coûte 7 €, donc voilà, par mois et puis vous pouvez avoir un email professionnel lié à votre nom de domaine. Ensuite, le développement de votre produit, là, je dirais entre 100 à 200 € pour rester large au total, mais encore, ça peut dépasser, hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est une vision, mais certains micro SaaS peuvent avoir certaines spécificités qui font que, bah, peut-être que ça va pas être 200, peut-être ça va être 300. Mais je pense qu'avec tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, les facilités que ça va vous procurer, 100 à 200 €, vous pouvez créer votre micro SaaS, enfin votre MVP de micro SaaS assez rapidement. Donc, moi personnellement, avec tout ce que je sais, en 7 jours, je peux avoir un micro-SaaS qui soit prêt à l'emploi, et donc c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui, OK? Donc il y a si vous êtes pas trop, voilà, vous êtes plutôt à l'aise un peu, il y a moyen que vous fassiez aussi vite que moi parce que je vous ai mâché un peu le travail, OK? Ensuite pour les outils tiers, donc là on va compter entre 80 et 100 € par mois. Je sais que ça peut paraître assez cher, mais en réalité, ça l'est pas tant que ça par rapport à l'opportunité que ça propose et surtout également au fait est que, oubliez pas que c'est un produit full digital avec souvent des abonnements pour certains usages et donc ça peut être vraiment quelque chose d'extrêmement, rentable, ou, en termes de valeur extrêmement importante. Vous verrez, pourquoi je dis ça un peu après, d'accord? Ensuite, il y aura des frais certainement par rapport peut-être aux API. Donc là, c'est plutôt variable. Je dirais entre 0 à XX euros parce que ça dépend en fait de votre projet, ça dépend de l'API avec lequel vous allez travailler. Mais il y a beaucoup d'API qui sont gratuites, notamment même avec Rapid API, c'est une application, c'est une marketplace d'API. Vous allez pouvoir intégrer justement bah, différents services pour des fois beaucoup moins cher. Peut-être que je vais un peu vite, hein. API, qu'est-ce que ça veut dire? API, si vous voulez, c'est un système qui marche en arrière-plan dans la mécanique, de votre SaaS, qui va permettre de connecter des services entre eux. Par exemple, vous avez un SaaS, qui vend, X ou Y chose et vous voulez le connecter à Facebook, vous voyez? Et ben cette intégration-là, il va falloir la faire, en fait. C'est ce qu'on appelle une intégration en API. Heu donc voilà, il y a API, webhook, il y a plein de trucs, enfin, c'est pas le sujet, mais en gros, si vous voulez, c'est une forme de connexion. C'est comme si vous colliez les fils à l'arrière pour que le jus passe, quoi. Ouais, c'est un peu ça l'idée. OK? Donc au total, prévoyez entre 250 à 500 € pour votre projet, votre SaaS, votre micro SaaS et ensuite comptez des frais mensuels. Donc, dans les 250 à 500, j'ai compté déjà les premiers frais mensuels, mais après on est sur entre 40 € et 150 €, on va dire. Ça dépend encore une fois, des outils tiers que vous allez utiliser. OK? Tac, 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 donc ça, c'est pour les frais. En gros, c'est à peu près ça l'idée. Ensuite, en combien de temps le SaaS peut-il être développé? Donc moi, avec la stratégie dont je vous partage aujourd'hui, je dirais en 7 jours si vous êtes assez à l'aise. Si vous êtes débutant, en fait, ça va aussi dépendre du nombre d'heures que vous pouvez travailler sur le projet. Si vous travaillez 4 ou 5 heures par jour, bah, il y a moyen qu'en 7 jours, ça soit fait. Par contre, si vous êtes un peu plus restreint au niveau du temps, vous pouvez faire qu'1 heure par jour, bah, là, effectivement, ça va peut-être prendre plus de temps. Vous voyez, ça dépend aussi de ce facteur-là. Mais en tout cas, il y a moyen de le faire en 1 semaine. OK? Quel type de micro SaaS? Ça, c'est hyper intéressant. Alors, quel type de micro SaaS, pouvons-nous créer? Bon, moi, j'en ai catégorisé 2 et je les ai pas catégorisés, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, hein, d'accord? C'est vraiment quand je dis niveau 1, niveau 2, on est sur le niveau 1 et le niveau 2 en termes de difficulté. C'est-à-dire que le niveau 2 est un peu plus difficile et le niveau 1 est plus simple. Mais ça ne veut pas dire que en termes d'opportunité, le niveau 1 est moins intéressant. Vous pouvez avoir un niveau 1 qui fait plus d'oseille que le niveau 2.
Le niveau 2 a cet avantage d'être un peu plus complexe et ce qui rend, hem, la concurrence un peu plus compliquée. C'est-à-dire que vous avez une barrière à l'entrée un peu plus technique comparé au niveau 2, au niveau 1 pardon, OK? Mais moi personnellement, je préfère pour l'instant le niveau 1 et je me suis pas encore attaqué à tout ce qui est micro-SaaS de niveau 2. Alors, niveau 1, donc déjà, c'est des services ou des produits très simples avec 1 à 3 fonctionnalités maximum. Encore une fois, je répète 1 à 3 fonctionnalités parce que c'est méga important. Allez pas vous mélanger avec plein de trucs. Mais ce qui est surtout intéressant à retenir ici, c'est le très simple, OK? Dans la conception d'un SaaS en général, hein, c'est un truc assez simple, OK? Donc je vais donner des exemples pour, imager ce que je dis. Un micro-SaaS de veille concurrentielle automatisée. Donc là, ça veut tout et un peu et rien dire, mais en gros, vous permettez à des entreprises de veiller sur, leurs concurrents. Par exemple, heu, faire une veille sur Instagram, tous les posts, tous les reels et cetera, ou sur les réseaux sociaux en général, je sais pas, enfin plutôt, on va dire Instagram. On fait une fonctionnalité, pas 2, pas 3. Donc on reste sur Instagram, par exemple, ou ça va être sur, LinkedIn. Vous allez, permettre à des entreprises de faire attention à le recrutement des gens qui travaillent dans une autre entreprise, par exemple, je sais pas. On peut imaginer quelque chose, peu importe, mais en gros, ça permet de faire une veille sur quelque chose spécifique par rapport à une entreprise concurrente. Donc là, on peut utiliser des stratégies comme le scrapping, assez connu, et il y a plein de trucs maintenant qui permettent d'automatiser, et cetera. On peut utiliser aussi des API, qui eux vont faire le travail pour vous et donc vous, vous récupérez le travail. Et ensuite, on peut utiliser aussi des services comme Google Alert, blablabla, enfin plein de trucs comme ça qui permettent de surveiller un peu ce qui se passe. Donc ça, c'est pour la première, 1 exemple. Deuxième exemple, vous faites un micro SaaS de suivi des prix, des concurrents en e-commerce. En plus, c'est un domaine que je connais un peu quand même et donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pas aller voir, par exemple, des entreprises, qui font de la pub sur Facebook. Vous leur dites: «Écoutez, moi, j'ai un tool qui vous permet de, mettez le lien de la page de votre concurrent et vous allez pouvoir avoir le prix en temps réel des modifications» et donc chaque matin, quand vous arrivez à votre bureau, premier truc que vous faites, vous checkez tous les prix et si vous voyez que vous êtes le plus cher, bah, vous pouvez vous repositionner. Ce qui vous permettra de convertir mieux par rapport au marché. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça qui peuvent être, très intéressants pour des entreprises en e-commerce. Heu, donc typiquement, c'est vraiment très, très, très intéressant comme, idée de SaaS et surtout, c'est pas très compliqué en soi. Ça reste un micro SaaS. On n'est pas sur Netflix là ou sur Spotify. On fait pas on n'invente pas l'eau chaude. OK? Et donc pour ça, vous utilisez tout simplement un truc de scrapping et cetera et de toute façon, vous allez avoir des recommandations avec l'IA. Il va vous expliquer plein de trucs sur comment intégrer du scrapping et cetera. OK? Autre façon de faire pour ce SaaS-là, par exemple, sur les prix, c'est de vous dire: «OK, bah, moi, je vais aller plutôt sur Google Ads» et donc sur Google Ads, je vais utiliser un outil, un peu différent, qui va aller scraper tout le Google Shopping qui est en train de faire des pubs par rapport à mon produit. Et là, bah, j'ai trouvé un petit truc en même temps par curiosité, mais donc je vous le partage. Donc voilà, ça s'appelle SERP API. Vous pouvez vous connecter dessus, et voir ils ont plein de trucs, hein, d'ailleurs. Mais là, en gros, ça vous permet de scraper, des Google Shopping directement et de monitorer les prix et de pouvoir vous adapter par rapport à vos concurrents. Mais cette fois, pas par exemple sur Facebook ou directement sur la page, mais directement sur Google Shopping. Et donc, vous avez des informations en temps réel directement. Donc, pour les prix, juste par curiosité, hein, je vous les montre. Voilà, on a un truc gratuit déjà jusqu'à 100 recherches, donc ça permet de commencer gratuitement. Et ensuite, vous avez 75 $ pour 5000 recherches, etc., etc. Ouais, donc ça reste relativement accessible, hein. En plus, c'est du service B2B, donc vous pouvez le vendre cher. Vous voyez? Mais c'est ça que j'appelle vraiment des SaaS de niveau 1. C'est des petits SaaS, des petits micro SaaS, c'est pas des trucs ultra complexes, quoi. La troisième idée, c'est un micro SaaS de création de scripts VSL. Donc pour ceux qui ne savent pas ou qui sont pas trop avancés en marketing, ce qu'on appelle du, Video Sales Letter. Et donc là, si vous voulez, c'est des quand vous voyez une pub, vous cliquez dessus, vous avez une page avec une vidéo, il y a quelqu'un qui vous parle, qui vous explique des trucs, blablabla et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle une vidéo sales letter. Le seul but de cette vidéo, c'est de vous vendre quelque chose ou en tout cas de créer le besoin ou de créer le désir pour que vous puissiez acheter, enfin que vous vouliez acheter. Et donc, ces vidéos-là, elles doivent être scriptées. Elles doivent avoir un script très bien, ficelé, bien pensé, qui convertit.
Et donc, faire des scripts à la main, au bout d'un moment, ça fatigue les gens. Même si les copywriters sont bons, avec OpenAI notamment et ChatGPT, vous avez maintenant, une ribambelle d'opportunités et à exploiter avec ça. C'est que vous avez plein de VSL dans le monde que vous pouvez prendre, utiliser en récupérer le texte, hein, vous passez la vidéo sur YouTube, par exemple, vous la mettez en privé, vous mettez le sous-titre, vous récupérez les sous-titres, chut, et hop, vous balancez ça à ChatGPT et vous nourrissez comme ça votre IA et puis, vous en faites, un professionnel. Vous lui envoyez 500, scripts, 1000 scripts, 2000 scripts. Du coup, ça devient un mastodonte. Il comprend tous les concepts et vous en faites vraiment une valeur ajoutée, là où, d'autres personnes essaieraient peut-être de le faire avec ChatGPT, avec leurs petits trucs à eux et cetera. Donc vous voyez, vous créez une offre spécifique aux marketeurs qui font du direct response marketing avec avec un système tout simple de script en fait, hein. Vous vendez simplement du texte et après, soit ils utilisent soit c'est le mec qui fait la vidéo, soit ils utilisent comment on appelle, de l'intelligence artificielle avec des images, et cetera. Pendant un temps, ils mettaient des textes, vous savez, qui déroulaient comme ça au milieu de l'écran avec un fond blanc et pour certains, ça captivait, ça hypnotisait, donc ça vendait. Bon, là, pour le coup, je fais pas une masterclass sur, le direct response marketing, mais tout simplement, j'essaie de vous montrer des fois les opportunités qui sont cachées à travers des petits trucs relativement simples, rien que de niveau 1 que vous pouvez faire. Voilà, c'était le but vraiment de vous donner un peu une visualisation de ce qui est possible de faire et ce qui peut être très intéressant à faire avec un micro SaaS. OK? Donc là, on va passer au niveau 2. Alors, donc déjà, c'est des services ou des produits, mais cette fois-ci qui sont un peu plus complexes. D'accord? Ils ont des automatisations avec des agents. Donc vous avez très certainement dû entendre parler des agents. Donc là, toujours avec une à 3 fonctionnalités maximum, hein, encore une fois. Et donc, avec le niveau 2, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une intégration avec un outil qui s'appelle N8N. Donc si vous connaissez Zapier, si vous connaissez Make, bah, ça fait la même chose, sauf que vous pouvez l'héberger sur un serveur dédié, par exemple sur Hosting, ou sur votre propre serveur à vous, ou directement chez N8N. Mais en gros, vous pouvez avoir un truc dédié. Et là, le but, ça va être tout simplement, donc là, je vous mets un petit peu le site, hein, histoire que vous voyez, N8N. Vous allez dessus, et comme ça, vous allez pouvoir faire des connexions API entre différents outils qui vont travailler ensemble pour vous fournir un résultat. Donc, ça peut être, vraiment tout et n'importe quoi, hein. Ça vraiment, ça peut aller très, très loin. Mais ce qui est relativement intéressant, c'est qu'il y a quelque temps, donc je ne sais pas exactement combien de temps, mais ça fait quand même un petit moment maintenant, ils ont intégré, enfin un petit moment, c'est façon de parler, hein, je crois que ça fait quelques semaines ou quelques jours, je ne sais plus exactement. J'avouerai que j'ai perdu la notion du temps avec l'IA tellement il se passe des trucs. Des fois je vais aux toilettes, je vais pisser, je reviens, il y a une nouvelle techno qui est sortie en IA, je dis: «Bon OK, ça va vraiment trop vite, quoi». Et donc là, je vous montre une petite image. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est que voilà, ils ont créé un module qui s'appelle Tout l'agent. Et dans ce module-là, vous allez pouvoir intégrer différentes choses. OpenAI, Web Search, enfin, le recherche sur internet. Vous pouvez intégrer d'autres outils X ou Y, tout ce qui peut être connecté en API sur ces outils-là. Donc, il y a des centaines d'API, je crois, c'est gigantesque. Et donc, vous allez pouvoir mettre à profit différents scénarios d'idées, de connexions pour fournir un service. Ça peut paraître un peu abstrait, mais si vous connaissez un petit peu, vous allez voir que effectivement ça reste très, très intéressant parce que ça permet vraiment de créer des trucs qui sont autonomes parce que même les IA entre elles peuvent enfin les IA, les agents IA avec ce genre d'outils peuvent travailler ensemble. Vous pouvez avoir plusieurs agents avec des scénarios différents, ils font différentes choses qui après se regroupent, vous voyez? Et un agent IA, le but, c'est qu'il remplace l'humain dans le travail, en fait. Et c'est relativement assez incroyable. Et donc là, je vous ai proposé donc des idées d'exemples pour concrétiser un petit peu le truc, comme pour, le niveau 1. Donc là, par exemple, un micro SaaS qui génère et envoie automatiquement des emails personnalisés aux prospects. Ça paraît assez bateau, mais là, ce que je viens de vous dire, c'est que vous allez avoir un agent qui va aller scraper ou récupérer des emails de prospects selon ce que vous vendez, d'accord? Qui va déterminer si c'est un bon prospect ou pas, qui ensuite va déterminer des séquences email pour aller essayer de le convertir et d'avoir un rendez-vous. Vous imaginez? Vous avez un commercial qui va s'occuper de votre démarche commerciale pour vous. Voilà, il va faire, tout seul le travail en allant, sur, Apollo, en allant sur, par email, se connecter, bam, il va envoyer des trucs. Bah, c'est un truc incroyable. Mais vous voyez avec ce genre de micro SaaS en niveau 2, c'est juste incroyable en fait de pouvoir faire ce genre de choses, quoi. Et honnêtement, je pense honnêtement que ça va être le futur de ce qui va se passer, quoi.
2 exemple d'idée, un micro SaaS qui trouve des offres d'emploi basées sur le profil d'un candidat. Là aussi, c'est juste génial. Voilà, vous êtes, un candidat, vous cherchez du job ou peut-être même pas, peut-être que vous êtes salarié, vous voulez juste un autre job. Vous prenez votre CV, vous le mettez sur le SAS et le SAS va directement scanner, en fait, tout le CV du mec et établir le profil et directement aller, pas agréger, mais, aller regarder un petit peu ce qui se fait sur le web, les différentes offres d'emploi qui sont, postées journalièrement, de manière journalière ou même, dans le monde ou peu importe, hein, on peut s'amuser à regarder de la localité et plein de trucs et ensuite, il va synthétiser toutes les offres d'emploi avec des liens et tout, expliquer ça à quoi ça sert et les revenus, les machins, les trucs et ensuite envoyer un email au candidat avec un récapitulatif en lui disant: «Voilà tous les, jobs auxquels tu peux accéder quoi, tout simplement». Et vous voyez, c'est juste c'est juste génial quoi, genre et ça va être un enfin moi personnellement je me dis: «C'est incroyable ce qu'on est capable de faire de nos jours». Troisième idée, un microsas qui vérifie les contrats pour détecter les clauses dangereuses. Là aussi, c'est un truc qui peut être très, très intéressant. Ça peut paraître bête, on peut se dire: ChatGPT peut le faire. Le problème, c'est que ChatGPT, il hallucine des fois. Vous pouvez pas lui faire confiance à 100. Il faut qu'il y ait des sources qui soient croisées, il faut qu'il y ait plusieurs IA avec heu, idées, plusieurs réflexions, un qui voit les antécédents de tribunaux, qu'est-ce qui a été jugé et cetera, un autre qui va étudier en fait toutes les lois et les mises à jour des lois parce que faut un truc qui soit un peu, d'actualité quoi, et cetera donc et tout ça pour proposer à des gens qui font des contrats, bah, de se protéger de clauses qui peuvent être abusives ou dangereuses et donc et surtout écrit en petit, dans une page au milieu d'une centaine de pages, j'en sais rien, enfin bref. Vous voyez donc ça peut valoir quand même un peu d'argent ce genre d'outil et ça peut être très, très intéressant parce que ça évite à des humains de passer 40 ans à tourner des pages et à se prendre la tête à regarder des trucs, à comparer, à se poser des questions. Parce que c'est un truc qui coûte relativement cher au niveau des avocats ou autres. OK? Donc voilà, ça c'était pour les types de microsas. Donc ça a bien pensé selon ce que vous voulez faire, selon aussi votre niveau. Donc si par exemple vous êtes vraiment débutant, vous avez jamais vraiment, enfin le web, vous utilisez ça juste pour pianoter, sur Facebook ou Insta ou voilà, vous n'êtes pas très plongé dans, on va dire le business web. Alors effectivement, essayez déjà d'apprendre et de passer au niveau 1 et pour ceux qui sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus avancés, qui sont à l'aise avec, Make, N8N et cetera, qui font déjà plein de choses, et qui ont déjà des antécédents en ligne et bah, vous pouvez vous intéresser à peut-être des niveaux 2 ou pas, hein, ça dépend des goûts. Moi, je sais que le niveau 2, c'est en fait, c'est déjà tellement compliqué à apprendre tout ce que j'apprends, ce que je vous expose, hein, parce que moi, ça fait 3 mois que je suis à fond dedans, que je travaille dessus tous les jours, que je passe des heures et des heures à tester des trucs, à machin et cetera. Gérer mon SaaS que j'ai publié, enfin, l'améliorer, ça c'est vraiment ça prend du temps, hein. C'est parce que là, je pars vraiment de zéro, et j'essaie de faire pousser un arbre et une forêt dans un truc où en fait, moi-même, je suis débutant. Donc c'est pour ça que tout ce que je vous montre là, vous allez le trouver nulle part ailleurs, hein. Donc profitez-en. OK, donc après, on va parler donc de la monétisation de votre micro SaaS. Pourquoi penser à la monétisation de votre projet avant même de créer votre micro SaaS? Alors c'est hyper simple, parce qu'en fait, il y a plusieurs éléments. On va commencer tout de suite. Le premier, c'est que le coût de développement va devenir décroissant. Ça veut dire que plus le temps passe, plus les micro SaaS ou même les SaaS de manière générale avec le temps, vont devenir de moins en moins chers à développer. De moins en moins cher, vraiment de moins en moins cher. Ça va coûter aussi cher qu'un Shopify. Vous voyez? Voilà, vous faites un Shopify, vous faites votre e-commerce, boum, ça coûte 30 balles par mois, vous avez votre truc. Bon, ça va être à peu près dans le même style, hein. 2e chose, les micro SaaS deviendront pour certains des commodités. Qu'est-ce que j'entends par commodité? Des choses de tous les jours qui n'ont plus vraiment, forcément un besoin, d'être payées. Ça veut dire qu'il va y avoir un moment donné où, heu, c'est que c'est comme je sais pas, vous revenez à il y a 200 ans, bah, les livres coûtaient relativement cher parce qu'il voilà, il fallait déjà savoir lire, donc il fallait payer pour apprendre à lire. Une fois qu'on savait lire, il fallait acheter le livre, le lire et c'était pas gratuit, quoi. Vous voyez? Parce qu'il y avait des gens qui avaient écrit pendant des heures. Donc ça, c'est une chose à comprendre. Mais là, aujourd'hui, à l'ère d'internet, vous vous rendez bien compte que l'information, elle est partout. Vous allez sur ChatGPT, Google, où vous voulez, vous avez de l'information. L'information est devenue une commodité. Bah, c'est pareil pour les SaaS, ça va devenir une commodité pour beaucoup d'entre eux. Donc ça, c'est une chose qu'il faut aussi prendre en compte. 3e chose, nous pourrons tester plus d'idées
dans des niches totalement différentes et qui paraissent non ou peu rentables. Et ça, c'est aussi un paradigme très intéressant et je vous ai fait une petite image pour, contextualiser ça. C'est un truc que j'ai déjà parlé sur la chaîne. Alors, en fait, quand on fait un micro SaaS ou autre, on part souvent d'une idée, d'accord? Vous me suivez jusque-là? Et bon, en fait, il y a des bonnes idées et des mauvaises idées. Bah, les bonnes idées, c'est des bonnes idées et tout le monde veut les faire. Donc, ça veut dire il y a déjà du monde. Ça veut pas dire qu'il y a pas d'idées à exploiter, pas des nouvelles opportunités dans les bonnes idées. Ça veut simplement dire que les bonnes idées, bah, c'est évident en fait, tout le monde veut aller dessus. Donc, en gros, la concurrence va très vite se mettre en place. Et il y aura forcément à un moment donné des leaders, des perdants, etc. Tout le truc ordinaire et traditionnel dans les business. Ok, de l'autre côté, on a des mauvaises idées. Les mauvaises idées, bah, c'est des mauvaises idées, hein. Vous n'avez pas trop envie d'aller dans des trucs qui sont un peu pourris. Personne n'a envie de faire des mauvaises idées. Et c'est là où elle se crée. C'est qu'en fait, avant, le développement d'un micro SaaS, même que juste d'un micro SaaS, ça coûtait tellement de temps, tellement d'argent. Les gens, ils pianotaient pendant des heures ou des semaines pour certains à faire ce qu'ils voulaient faire, à résoudre des bugs, etc. Ce qui fait que, à un moment donné, bah, c'était pas rentable en fait de tester des idées qui étaient potentiellement mauvaises. Là où aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et la capacité à très vite développer des micro SaaS, on peut aller se spécialiser sur des bonnes idées, mais surtout qui ont l'air d'être mauvaises. C'est-à-dire qu'en soi, c'est des bonnes idées, mais le coût d'opportunité était trop cher avant, alors qu'aujourd'hui, ils seront beaucoup moins chers. Je vous donne un exemple. Vous êtes un développeur, vous avez 10 ans de développement, vous avez une idée un peu ambiguë, vous savez pas trop. L'idée, elle va vous prendre 3 semaines à développer. Ensuite, il faut faire le marketing, il faut se battre un peu pour essayer de mettre en place le projet, pour avoir essayé d'avoir des clients. Est-ce que le projet en soi, ce qui peut vous rapporter, c'est 3 000 €. 3 000 € par mois, on va dire. Est-ce que vous allez vous prendre la tête, voilà, pour, développer un SaaS pendant 3 semaines sans être sûr, et même si vous réussissez, vous allez choper 3 000 €? Non, il y a pas aucun développeur va le faire. Il va plutôt aller travailler en freelance. Il va prendre je sais pas combien, et il va aller à Bali se promener. C'est à peu près, quand je dis à Bali se promener, je caricature bien sûr, mais en gros, il peut travailler de là où il veut, donc il peut partir en voyage. C'est beaucoup plus tranquille pour lui, il se prendra moins la tête. Alors qu'aujourd'hui, si admettons, voilà, vous êtes pas forcément un développeur, vous avez une idée, vous voulez la tester, vous dites: «Bon, ça va me coûter 500 balles, 200 balles, 300 balles. Allez, je teste, ça va me coûter peut-être 50 € par mois en frais ou 100 € par mois, et j'ai une opportunité qui va me rapporter peut-être 3 ou 2 ou 3 4 000 €». Bah, vous allez tester, vous allez vous dire: «J'ai rien à perdre». Bah, oui, ça coûte pas si cher que ça au final, et ça peut être intéressant. Vous voyez? Le fait est que les coûts ont réduit, ont ouvert des portes à des nouvelles sous-niches, à des nouvelles catégories de produits, à de nouvelles catégories d'audience dont vous n'aviez pas accès auparavant. Et ça, c'est absolument un truc qui change tout, parce qu'on va avoir maintenant très certainement des petits micro SaaS en SEO, en référencement naturel, bien planqués sur des trucs spécifiques. Pareil, des trucs voilà, qui marchent avec Pinterest pour une audience spécifique, pour des nanas qui ont besoin de X ou Y chose. Vous voyez, c'est des trucs planqués, mais ça peut générer un certain revenu, voilà, qui vous permet d'avoir un revenu stream tous les mois, assez périn. Donc voilà, c'est vraiment une opportunité quand même, très intéressante, et c'est pour ça que je vous la partage aujourd'hui, hein, et que ça fait 3 mois que je travaille dessus pour, comprendre et maîtriser le tout, parce que vraiment pour moi je trouve que c'est assez incroyable. OK? Donc là, je vous ai expliqué un petit peu le contexte, on va rentrer un petit peu maintenant sur les monétisations. Vous allez voir que c'est très intéressant aussi. Donc la monétisation 1, assez simple, la vente de produits ou de services, assez classique, comme ce que fait tout le monde aujourd'hui. Donc vous pouvez vendre en abonnement, vous pouvez vendre en one time, vous pouvez vendre à l'achat, c'est-à-dire, tu payes, 2 € pour accéder à tel type de machin, ou je sais pas, ouais, ou 10 € à chaque fois que tu veux utiliser un truc, voilà, tu payes. C'est un truc récurrent, mais en one shot, quoi. Voilà, c'est des trucs assez classiques, qui existent déjà depuis toujours. La monétisation 2, ça va être typiquement le micro SaaS, qui est proposé lui gratuitement, d'accord? Et le produit, en fait, le SaaS va devenir ce qu'on appelle un lead magnet. Ça veut dire que c'est un produit gratuit qui attire les gens. Mais la monétisation, elle, se fait directement sur des placements de produits, des emails marketing sponsorisés, de l'affiliation ou carrément de la vente d'infoproduits. Ouais, donc ou de produits numériques, hein, pas forcément ça peut être, enfin, je veux dire un PDF ou ce que vous voulez, e-book, voilà, vous vendez des cours, des formations, ce que vous voulez, mais en gros, c'est des produits digitaux.
Et ça change absolument tout le game, les gars, parce qu'il y a des SaaS, des micro SaaS qui sont extrêmement simples, qui sont positionnés, qui font peut-être des 40K, des 30K de MRR, donc des 40 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, 10 000 euros de revenus mensuels, mais qui sont, voilà, qui sont payants. Quand vous arrivez, vous pouvez tout casser en fait, hein. Donc là, je vous ai donné un exemple pour contextualiser encore mes propos. Donc un micro SaaS de génération de posts LinkedIn qui est gratuit, d'accord, contre une inscription plus, l'acceptation de recevoir des emails promotionnels, hein, tout simplement pour être RGPD friendly. Et vous vendez un cours sur la prospection LinkedIn, par exemple, vous voyez? Donc vous donnez en fait le générateur est gratuit et en contrepartie, à une partie faible de l'audience, vous allez pouvoir leur vendre, tout simplement, un cours spécifique sur la prospection. Bah, d'ailleurs, il y a pas qu'un seul cours, vous pouvez vendre plein de cours. Et donc, pour exemple, sur ChatGPT 4, la rédaction d'un post LinkedIn va coûter à peu près 0,02 centimes pour le post. Si vous utilisez ChatGPT 3.5, donc l'ancien là, on va être à 0,0015 à 0,003 centimes par post, ce qui est honnêtement relativement pas cher, hein. Enfin, pour le coup, c'est accessible. J'ai fait un petit calcul la dernière fois, pour voir un petit peu sur un truc un peu similaire. Disons que si vous avez 10 000 personnes qui utilisent votre SaaS et qui reviennent assez souvent pour, utiliser votre générateur, de posts LinkedIn, et ben, vous allez avoir, 2 de conversion juste sur un cours à 500 euros. Vous faites 100K, hein. Vous faites 100K de vente. Et ça, je vous parle juste pour, la vente d'un fonds produit. Je vous dis pas, si par exemple, vous faites vous faites, la promotion d'un autre SaaS qui, je sais pas moi, je sais qu'il y a par exemple, il y a un SaaS qui s'appelle Aragorn qui s'occupe des avatars IA, sur LinkedIn. Ça a cartonné. Ils font je crois, 3 000 000 d'ARR là en quelques semaines. C'est complètement dingue ce qu'ils ont fait avec ça. C'est un truc tout bateau. Bah, vous pouvez les prendre eux, enfin ils peuvent vous contacter, puis voilà, ouais, vous arrangez avec eux, ils vous payent pour, faire la promotion par email ou carrément vous faites de l'affiliation et vous prenez un pourcentage sur les conversions et cetera. Enfin voilà, vous avez plein de styles de revenus différents en utilisant cette stratégie-là. Le point négatif, c'est que forcément, va falloir quand même tenir un peu la cadence au niveau, Heu, tout simplement de l'utilisation. Parce que si des gens utilisent, votre micro SaaS de générateur gratuit, bah, il va falloir quand même, pouvoir, gérer le truc. Après vous pouvez bloquer ça à un post par jour, hein, voilà, par exemple et éventuellement passer en mode freemium en disant: «Si tu veux faire plus de posts par jour, il faut payer quoi, 5 posts par jour pour 5 comptes différents, ça ferait tant» et cetera. Après vous pouvez intégrer plein de trucs, mais en gros, c'est un peu ça l'idée, c'est que vous avez une opportunité de pénétrer un marché directement en passant par l'arrière-boutique et vous rentrez même par la fenêtre, en fait, à vrai dire. On vous voit pas arriver. Donc voilà, ça c'est pour, la monétisation 2. Ensuite, on a la monétisation 3. Donc là, le micro SaaS s'ajoute gratuitement dans une offre existante afin d'ajouter encore plus de valeur. Pour ceux qui connaissent un petit peu, le monde du marketing en ligne et cetera, il y a souvent ce qu'on appelle du value stacking. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de dire, «Pour ce prix, tu as ça, 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 tu as ça», voilà et de lister comme ça plusieurs avantages, voire même des bonus à l'intérieur d'une offre afin d'augmenter la valeur perçue en leur disant: «Bah, avec tout ce que je t'ai donné, la valeur normalement tu te rends bien compte que ça devrait être tant, et beh, du coup, tu payes simplement 10 du prix ou 20 du prix». Ce qui fait que ça rend complètement, un no-brainer pour les clients en se disant: «Mais c'est une offre géniale, il faut que j'achète tout de suite parce que l'offre, elle finit demain, blablabla». Alors vous connaissez la chanson, OK? Et bah, donc il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. D'ailleurs, c'est comme pour la VSL, hein, c'est ce qu'on appelle du direct response marketing et donc ces gens-là, souvent, Heu, ça peut être intéressant pour eux de rajouter un élément nouveau, une nouvelle mécanique à l'intérieur de leur offre en leur qui serait le micro-SaaS en lui-même, hein. Et donc là, je vous ai fait un exemple. Donc par exemple, vous vendez un programme de perte de poids, donc bien sûr vous, quand je dis vous, je parle, hypothétiquement du marketeur, un programme de perte de poids avec une offre qui comprend le programme vidéo, donc les cours et cetera, un e-book avec des exercices pour pouvoir que la personne, pendant qu'elle fait son sport, elle puisse regarder sur son téléphone les exercices. Elle va pas sortir la formation, devant tout le monde et commencer à regarder, vous voyez bien? Donc le côté, image, exercice. Des recettes de cuisine à la maison pour qu'il puisse faire des repas, qui sont adaptés à son programme. Des compléments alimentaires pour booster peut-être ses hormones et lui apporter encore plus de nutriments parce
OK? C'est hyper important de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui va se passer alors d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire PAPE, ça aura plus de sens. Donc le premier P, ça veut dire page. OK? Ça va être le module page. Ça va être tout ce qui va être lié à page d'accueil, blog, page de paiement, page légale, blablabla, tout ce que vous voulez, toutes les pages, OK? Tout ce qui est visuel. Ensuite, on va avoir le A de authentification. Donc là, ça va être tout ce qui est gestion des comptes, autorisation et accès, sécurité, tout ce qui est rappel de mot de passe, base de données, back-end, et cetera. Ça va être l'authentification, partie authentification. Et en troisième, on va avoir les paiements. Donc là, ça va être tout ce qui est intégration avec, tout ce qui permet d'encaisser de l'argent. Donc, Stripe, plus populaire et d'ailleurs le plus utilisé, Molly, PayPal, Lemon Squeezie et cetera. Il y en a plein, d'accord? Je vous donne des schémas, d'accord? Donc ça va être le tab 1, le projet 1, je sais pas comment on peut dire, voilà, ça va être le tab 1. C'est là où en fait, quand vous allez construire cette table-là, vous allez construire ces 3 éléments ensemble, d'accord? Ils vont être connectés, vous allez les travailler ensemble. Ensuite, la table 2, ça va être le produit et là, on va faire ce qu'on appelle du logique business, on va faire du logique métier aussi en français, des features, enfin la feature, tout ce qui va être le produit, le cœur, la mécanique de votre SaaS. Pourquoi les gens payent? Maintenant, vous allez me dire: «Pourquoi on fait ça?» Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Bah, même pas que moi, j'ai vu beaucoup de SaaS le faire, enfin, je sais pas s'ils appellent ça comme ça, mais en tout cas, le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai remarqué enfin, moi, je sais, j'ai remarqué avec, ChatGPT avec ChatGPT, avec, Lovable, moi, c'est l'outil d'IA que j'utilise. La problématique première, c'est que quand vous l'utilisez, il va créer plein de trucs. Au début, tout se passe bien. Ensuite, à un moment donné, vous allez rencontrer des bugs, d'accord? Et des fois, il y a des bugs qui vont pas se résoudre facilement. Donc, il va falloir réitérer, réitérer, réitérer pour régler le bug. Mais ce que vous savez pas pendant ce temps-là, c'est que pendant que vous réglez le bug, par exemple, produit, bah, lui, en fait, il va aller sur authentification, il va faire des hypothèses aléatoires et il va se dire, bah, peut-être que le bug, c'est à cause de ça. Et puis, il va modifier des trucs ici. Puis après, il va modifier des trucs ici. Puis après, il va modifier. Vous voyez, il va créer il va toucher et modifier des trucs qui après, quand vous allez vouloir refaire un autre truc, vous allez vous rendre compte qu'il y a des trucs qui marchent pas. Pourquoi? Parce qu'il a en modifiant les choses à gauche pour réparer les choses à droite dans le produit, bah, il a cassé des trucs en fait au niveau de la table 1. Puis après vous allez vous rendre compte qu'en réparant des trucs dans la table 1, ça va casser des trucs dans le produit. Vous voyez? C'est invivable quoi. C'est parce qu'en fait en réparant des il crée des bugs en réparant des bugs. Et ça, c'est pas lié que à Lovable, c'est lié à quasiment toutes les IA. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'elles n'ont pas de mémoire assez profonde. Elles n'ont pas de contexte. Elles se rappellent pas de tous les dialogues que vous avez eu avec eux. Elles se rappellent juste des quelques dialogues, des quelques choses qu'elle a pu faire pour vous, mais elles se rappellent pas de tout. En plus de ça, elle n'a pas accès forcément à toute la code base en permanence. Ce qui fait que quand elle prend des décisions, elle prend des décisions par rapport au code qu'elle voit sur la problématique en question. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est ça qui crée des problèmes. Et ça, c'est vraiment, vraiment problématique. OK? Donc ça permet vraiment de minimiser les bugs et surtout d'être beaucoup plus tranquille et même pour faire des sauvegardes et des trucs comme ça, c'est beaucoup plus safe. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus safe. Si vous avez un truc qui merde et ben vous pouvez très facilement, récupérer des backups, notamment en termes de produits. OK. Maintenant pour comment ça fonctionne entre les 2, vous allez faire ce qu'on appelle des connexions API. Vous inquiétez pas, c'est pas vous qui allez faire des trucs, c'est l'IA qui va s'occuper de créer toutes ces connexions, des webhooks ou des API. Elle va les connecter, elle va connecter directement votre produit et votre tab 1 directement entre eux pour communiquer dès que quelqu'un arrive sur la page, paye, boum, il est redirigé avec les accès sur le produit, boum, il l'utilise, vous voyez? Et si vous voulez vous faire une idée un peu du truc, c'est très souvent, vous allez avoir par exemple ici sur, la home, le nom de domaine. Typiquement, par exemple, netflix.com. Vous voyez? Typiquement, vous mettez ça, boum, on sait que c'est le site. Mais par contre, sur le produit, il va y avoir marqué par exemple app.netflix.com. Enfin, c'est pas forcément Netflix, hein, je dis n'importe quoi, mais moi j'ai plein d'outils, je me rappelle même plus. En fait, il y a toujours le app ou dashboard ou member ou des trucs comme ça qui sont juste avant ce qu'on appelle des sous-domaines. Ça veut dire que c'est un domaine sous le domaine. Voilà, donc en fait, ça va vous permettre comme ça de protéger, votre produit et les connecter par API. Voilà, j'espère que ça a été clair, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris. Je me ferai un plaisir d'essayer de répondre. OK? Donc ça, c'est pour le framework. Maintenant, on va parler des outils avec le framework. Et donc là, les outils, il y en a plusieurs. Comme je vous ai dit, c'est un outil, enfin, c'est un framework modulaire. C'est ça qui est cool avec ça, c'est que c'est un framework modulaire qui va vous faire gagner beaucoup de temps parce que c'est pas tout, vous n'allez pas tout faire vous-même. Au niveau des pages et des pages en fait, on va utiliser un outil qui s'appelle soit Framer, soit Webflow, soit WordPress.
Je vous conseille pas WordPress forcément parce que c'est un peu archaïque dans le sens pas forcément que c'est technique, mais si vous avez de l'expérience, je sais pas moi, en SEO ou en WordPress et cetera, vous pouvez y aller, hein. C'est juste que c'est un peu plus lourd, il faut quand même le créer et cetera. Quoique maintenant avec l'IA, il y a aussi des trucs qui permettent d'aller vite. Mais moi personnellement, j'ai une préférence pour, Framer en termes de design et de rapidité, même s'il y a d'autres complexités et Webflow, c'est vraiment l'idéal si vous voulez être tranquille. Parce que même dans Webflow, vous avez des intégrations natives qui vont vous servir plus tard. OK? Ensuite, pour authentification et paiement, là, ça va être assez magistral parce que cet outil-là, personne n'en parle. Mais même aux USA, personne n'en parle. Pourtant, l'outil, il a du succès, hein. J'ai pu regarder, je sais plus, mais je crois que ça se compte à 200 000 utilisateurs, hein, tous les mois qui vont dessus. Donc, j'ai vérifié, hein, j'ai pas utilisé ça au pif. Donc c'est vraiment un truc que les gens utilisent, mais qui gardent pour eux, hein. Ils ferment ils ferment la bouche et ils utilisent tous comme des porcs, quoi. Et par quoi? Parce que c'est un outil génial. Il vous permet de gérer l'authentification, le paiement et les accès. Alors, pour vous faire un peu l'idée assez simple, mais je vais vous le présenter tout à l'heure. Vous avez donc Otseta qui va gérer, bah, déjà tout ce qui est paiement. Donc typiquement, il y a quelqu'un qui vient qui paye ou qui fait des qui achète et qui réachète un autre produit ou qui fait un upsell et cetera. Tout est géré parce que une des problématiques que j'ai rencontrées qui est la plus hardcore sur la création, du micro SaaS, ou en tout cas sur mon micro SaaS à moi. Je parle pas de la marketplace que j'ai fait au début parce que là, c'était le début, j'apprenais les trucs. Là, c'est vraiment le SaaS que j'ai déployé sur Netlify, voilà, vraiment là où j'ai appris pas mal de trucs, parce que je l'ai fait de manière monolithique. Pour vous dire, j'ai fait tout ce qui est analyse, enfin tout ce qui est page d'analyse, analytique, etc. J'ai fait tout ce qui est blog, tout ce qui est affiliation, j'ai tout créé moi-même de zéro, quoi. Et voilà, donc en gros, je peux vous dire que, je connais bien, je connais bien, Lovable et l'IA et les problématiques que ça pose et celle qui m'a cassé vraiment le plus les pieds, c'est celle de Stripe. La gestion et l'intégration des paiements, oh mon Dieu! Moi, je comprenais pas les développeurs, ils disaient, «Ah, ça me fait chier, j'ai passé la journée à intégrer Stripe». Je dis: «Mais, ça doit pas être si compliqué, enfin quand même», tu vois? Et en fait, je comprenais pas, je me disais: «Mais c'est pas possible». En fait, non, c'est une dinguerie, quoi. C'est vraiment une dinguerie, dinguerie. C'est très, très complexe si l'IA se plante, parce qu'il y a des intégrations et tout avec certains outils qui rendent les choses un peu plus faciles. Mais si l'IA se plante, alors là, bonjour les dégâts, quoi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. L'IA, elle a oublié de me donner, en fait, des événements à rajouter pour que mon application fonctionne et il a tout modifié dans mon SaaS n'importe comment. C'était un bordel monstre et après pour rattraper le truc, c'était la misère. En gros, c'est un peu ça l'idée. Et si en gros l'IA se plante à un moment donné, donc moi c'était les événements, mais ça peut être plein d'autres choses. Vous voyez, ça peut être par rapport à la techno, ça peut être par rapport à un événement, un élément spécifique par rapport à votre SaaS. Et donc du coup, vous allez vous retrouver à vous arracher les cheveux, à péter les plombs, mais littéralement presque. Pourquoi? Parce que l'intégration est ultra complexe. Enfin, ultra complexe, très chiante et très complexe. Si vous connaissez rien, comme je parle à des non-devs, ça peut être extrêmement complexe. D'accord? Et donc, Otseta, il va vous permettre d'avoir cette intégration de base très facilement. Vous mettez votre truc Stripe directement et ça fonctionne, quoi. Vous êtes prêt à l'emploi, vous l'utilisez et c'est bon. Vous avez 5 minutes à l'intégrer. C'est vraiment hyper easy. Ensuite, vous allez pouvoir aussi gérer tout ce qui est lié aux autorisations. C'est-à-dire, tel utilisateur a accès à telle, fonctionnalité, telle page, machin et cetera. Vous voyez? Donc, vous allez pouvoir le faire et ça, c'est pas forcément sur enfin le nom de domaine 1, du tab 1. Ça peut être sur le nom de domaine tab 2, typiquement ce que j'avais dit a.nomdedomaine.com. Donc vous voyez, vous pouvez le faire forcément pas forcément en natif sur, Outsetup. Vous pouvez le répartir sur n'importe quelle page. Donc en gros, c'est vraiment la gestion des autorisations, par rapport à votre SaaS. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez également, tout ce qui est vous avez un CRM qui est inclus. Typiquement, voilà, vous voulez gérer à la main, je sais pas moi, je sais pas, de l'affiliation, des partenariats et cetera, heu, ou des clients que vous intégrez. Voilà, vous avez un CRM qui est inclus. Vous avez tout ce qui est également gestion, des emails transactionnels. Ça aussi, il faut le savoir. Si vous savez, tous les emails automatiques, rappel de mot de passe, confirmation de paiement, confirmation d'upsell, confirmation de downsell, confirmation d'inscription à la plateforme si vous faites un truc freemium, vous voyez? Confirmation d'annulation, tous ces trucs-là qui sont, voilà, qui sont obligatoires et ben, il faut utiliser. Moi, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Resend. J'ai dû créer l'intégration moi-même pour la faire rentrer à l'intérieur de mon truc et avec Stripe, je vous explique même pas la galère parce qu'il se joue entre les 2. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails.
Mais en soi, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que en utilisant Outsetà, vous allez pas avoir ces problèmes-là. Tout est intégré directement. Parce qu'en plus de ça, vous avez tout ce qui est email marketing. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire des séquences, d'emails pour vendre vos produits ou, envoyer des newsletters et cetera et cetera. C'est vraiment inclus à l'intérieur. Donc vraiment, c'est un outil génial parce qu'avec une intégration, vous avez toutes les intégrations, surtout les plus chiantes, que je trouve, enfin, personnellement, la plus chiante que j'ai pu trouver. Et vous allez pouvoir garder comme ça votre produit extrêmement simple, quoi. Extrêmement simple. Vous allez faire un truc ultra simple et heu et décentraliser un peu le tout. OK? Ensuite, on va passer au produit. Donc là, pour le coup, moi, j'utilise Lovable. Il y a Bolt.new, très connu, vous avez peut-être entendu parler. Tempo Labs, qui est aussi très intéressant, mais un peu plus complexe. Là, je dirais que c'est un milieu intermédiaire. Et pour les plus pros, vous allez avoir Cursor et Windsurf. Maintenant, Cursor et Windsurf, il faut que vous ayez quand même des notions techniques un petit peu, que vous soyez très à l'aise, parce que c'est vraiment des outils de développeurs. Il y a de l'intelligence artificielle, il y a plein de trucs intéressants, mais si par exemple vous voulez avoir des fois des trucs aussi puissants que Lovable, va falloir peut-être intégrer des MCP, par exemple. C'est des trucs récents qui sont sortis. Bon, c'est un peu technique, etc. Moi-même, je suis pas un pro là-dedans, mais vous voyez, si vous les avez pas, comparé à un mec qui fait du Lovable, il va être peut-être un peu plus performant parce que Lovable va l'intégrer de base. Alors que sur Cursor, c'est fait maison, c'est vous qui choisissez quel type de MCP, puis il faut faire les installations, il faut installer aussi les frameworks, les machins, les trucs. Enfin, voilà, c'est un peu plus complexe que ce qu'on pense. Donc, si vous n'avez pas un appétit pour l'apprentissage, le code, etc., restez plutôt sur, moi, je vous conseille Lovable si vous voulez faire une web app. Je vais pas tourner en rond. Pourquoi? Lovable a des intégrations directement faites qui sont ultra intéressantes. Ils travaillent beaucoup, sur l'amélioration de Lovable par rapport à tout ce qui est web application et SaaS. Ils se concentrent pas sur plein d'autres trucs comme Bolt. Et autre chose, j'ai vérifié les stats, Lovable est le plus populaire dans le sens où il a plus de 10 millions d'utilisateurs, là où Bolt.new on a 7 millions. Donc vous voyez, alors qu'au début c'était Bolt qui avait vraiment un ascendant, beaucoup de gens en parlaient et maintenant les gens sont passés sur Lovable et puis je suis assez content parce que tout le monde parle de Bolt alors que moi je parle que tout seul de Lovable, j'ai l'impression et sur YouTube et je me dis: «Mais je dois être con quoi». Puis quand j'ai vu les stats, j'ai dit: «Non, en fait je suis pas con, je sais de quoi je parle, j'ai compris pourquoi. Je suis pas bête quoi». Vous voyez? Enfin bref. Ensuite, donc on a, un autre outil maintenant qui est en complément, qui va vous servir donc par la base de données, c'est Supabase. C'est un outil un peu, très sympa qui va vous permettre en fait d'avoir une base de données ultra simplifiée, qui va vous s'occuper également de toute la partie back-end, tout ce qui va être mécanique à l'arrière-plan. Et si vous faites des niveaux 2, des SaaS de niveau 2, bah, là, vous allez aussi intégrer N8N que je vous ai montré juste avant, que vous allez intégrer en API directement avec Supabase et cetera pour ensuite, fournir le service, hein, typiquement. Donc vous voyez, c'est assez complet et ce qui est intéressant aussi avec ce framework-là, c'est comme c'est modulaire, bah, en fait, vous êtes pas bloqué. Vous pouvez évoluer, vous pouvez par exemple, à un moment donné, vous dire que, bah, écoutez, Outsetà, je veux m'en débarrasser, Framework, je garde et je vais intégrer la partie Outsetà directement sur Supabase et je vais le faire moi-même avec un développeur et cetera et en gros, la technologie vous appartient, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens que j'ai pu voir qui utilisent, par exemple, des outils comme Bubble et cetera qui sont en fait des outils qui permettent de faire des SaaS aussi. Mais par contre, la problématique, c'est que c'est aussi complexe parce qu'en fait, pour apprendre à utiliser l'outil, bah, c'est un autre métier, quoi, parce que c'est complexe. Mais en plus de ça, une fois que vous êtes sur Bubble, vous pouvez pas sortir de Bubble. Tout est fermé dedans, c'est un environnement fermé. Alors que là, votre technologie vous appartient, vous pouvez l'évoluer comme vous voulez et surtout, vous avez personne en fait qui peut, vous bloquer à quelque part. Si à un moment donné, Framer vous emmerde, bah, vous passez à un autre. Ouais, pas de vous cassez pas la tête. Ou si vous voulez passer à Webflow, passez à Webflow. Ou si vous voulez développer vos propres outils landing page maison, bah, vous le faites vous-même parce que l'intelligence artificielle sera beaucoup plus forte et cetera, peu importe. Vous voyez? Et là, vous avez la main sur absolument les différents modules et vous allez pouvoir comme ça en profiter. Pareil pour la partie technique. Vous le faites avec Lovable, pardon, avec Lovable parce que, X ou Y c'est plus simple, machin. Mais de côté, vous prenez des développeurs, eux, ils vont utiliser Cursor. Mais comme avec Lovable, vous allez sortir votre code en utilisant GitHub, et ben, vous allez pouvoir comme ça, récupérer le code et puis donner accès à des gens sur GitHub directement de travailler pour vous, pour modifier les éléments et cetera et cetera. Vous voyez, c'est quand même archi modulaire et donc c'est archi évolutif et ça, c'est vraiment, vraiment super intéressant. J'espère que vous arrivez à me suivre, hein, parce que c'est vrai que ça fait assez long. J'ai peur de vous endormir, avec tout ce que je vous balance, mais en tout cas, j'essaie de faire de mon mieux pour rendre ça le plus simple possible. OK? Ensuite, un petit conseil, avant de commencer, en termes de produits, hein, d'accord?
Tab 2, pas tab 1. En termes de produits, hem, essayez quand même de faire un plan de comment vous voyez le SaaS. Vous voyez, est-ce que vous voulez un comment on appelle ça? Une sidebar ou pas? Est-ce que, vous voulez un truc plutôt seamless ou est-ce que, vous voulez un dashboard ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend des SaaS. Moi, par exemple, j'ai pas vraiment de dashboard pour les utilisateurs parce que moi, c'est un truc un peu plus différent. C'est un truc ce que j'appelle seamless, c'est-à-dire on le voit pas, c'est en arrière-plan. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça dépend en fait de vous et ça dépend de votre projet. Donc, ce qui est intéressant là, c'est d'aller par exemple demander à ChatGPT, bon, parler de votre SaaS à ChatGPT et puis à un moment donné, dites-lui: «Est-ce que tu as des concurrents que tu peux me proposer et cetera, qui ont des free trial ou qui ont des, versions freemium?» Et puis vous vous connectez et puis vous regardez un peu comment ils font, vous voyez? Vous regardez, vous dites: «OK, d'accord, il fait ça comme ça, il fait comme ça». Prenez des screenshots, OK? Allez-y, prenez des screenshots, vous cassez pas la tête. Alors attendez, hop, prenez des screenshots, vous cassez pas la tête et ensuite vous voilà, vous parlez avec Lovable, par exemple, et puis vous lui envoyez des screenshots, vous voyez un peu ce qu'il vous fait. Est-ce qu'il est capable de reproduire un truc intéressant comme vous le voulez ou pas? Vous voyez? Mais vraiment, faites des plans et prenez des screenshots et définissez un peu comment votre produit doit être. OK? C'est important parce que si vous le faites pas, ça vous allez vous retrouver face à la problématique et là, vous allez être là en mode, bug, quoi. OK, d'accord, mais je sais pas vraiment comment agencer tous les éléments, quoi. Vous voyez? Donc, ça peut être aussi intéressant de le faire en avance. Quelques définitions, histoire de, pour tous ceux qui savent pas. Donc on a le back-end et on a le front-end, d'accord? Le front-end, c'est tout ce qu'on voit, le back-end, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Ouais, c'est la mécanique, c'est le moteur, voilà. Donc là, je vous ai mis quelques liens, d'accord? Alors, Framer, alors entre parenthèses, je vous ai dit intégration GTM en code. Alors là, je vais vous parler de quelques points qui sont un peu techniques, mais qui sont importants de savoir pour l'évolution de votre micro-SaaS. Quand vous utilisez Framer, l'avantage, c'est que c'est ultra beau gosse, c'est ultra simple, c'est méga, méga pro et très rapide. Mais par contre, la problématique, c'est l'intégration par rapport à tout ce qui peut être régie publicitaire. Là, si vous voulez faire, de la pub, par exemple, sur Facebook un jour sur votre, truc, sur votre micro SaaS, mais en fait, vous êtes obligé de passer par Google Tag Manager et ça peut être un peu complexe parce que tous les éléments ne sont pas forcément ultra bien connectés entre eux, notamment par rapport à Framer parce que Framer a une conception purement design, purement, front-end et ça peut poser un petit problème parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous faites des publicités sur, par exemple Facebook, il y a ce qu'on appelle un tracking, si vous voulez, qui se fait via une API, qui se fait via un server side ou autre, ça peut être un peu plus complexe, mais en gros, il y a un tracking qui se fait en arrière-plan. Et ça, le truc, c'est que Framer est assez ça peut le faire, mais ça peut être relativement chiant à mettre en place et ça peut être assez coûteux peut-être, c'est pas aussi simple. Ça, c'est le côté un peu relou. Moi, c'est vrai que mon cœur balance plus pour Framer, mais encore une fois, si c'est vraiment trop casse-pipe, je vais me poser des questions. Ensuite, on a Webflow. Donc Webflow, c'est déjà beaucoup plus connu, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une intégration native avec des régies publicitaires et ça change absolument tout parce que toutes les intégrations, même comme celle de Outsetà qui s'intègre à Webflow, parce qu'il y en a aussi une intégration sur Framer, c'est d'ailleurs pour ça que je recommande autant Outsetà, c'est parce que vraiment c'est connecté et disons qu'en fait, sur Webflow, c'est vraiment natif avec les 2. Ça veut dire que les informations qui vont être, collectées pour les paiements, pour, les annulations, pour, et cetera, vont être transmises sur, l'intégration native pour les régies publicitaires. Savoir par exemple, tous les gens qui ont acheté votre produit, transférer les données à Facebook pour qu'ils puissent aller, améliorer les publicités et savoir qui cibler. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça va former un profil type qui va être ensuite, donné à l'algorithme et Facebook va aller chercher les clients, qui ressemblent à vos clients. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Mais ça, si par exemple l'intégration est un peu séparée comme le fait Framer avec Outsetà, ça peut poser des petits problèmes et surtout que c'est pas la même façon de faire. Ici, quand je vous dis GTM, c'est Google Tag Manager, donc ça rajoute une complexité sur une autre complexité. Vous voyez? Alors que Webflow, c'est déjà natif et ça, c'est quand même relativement cool. Autre avantage de Webflow, c'est qu'aussi en termes de CMS, c'est beaucoup plus natif, c'est beaucoup plus puissant et il y a beaucoup plus d'options et donc voilà. Donc là, on va faire un petit quand même, une petite, vue du propriétaire. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on peut faire avec Framer. Donc voilà, c'est très, très esthétique. Ils ont vraiment une landing page, à la hauteur en fait de leur, de leur produit, hein. Donc c'est très, très intéressant. Donc là, vous avez plein, plein de trucs. Je vous laisserai regarder de votre côté. Le but ici n'est pas forcément de comment dire?
Surtout en termes de prix, ça reste encore accessible, hein. Le but n'est pas forcément de commencer à faire des démos en live, hein, parce que je pense que ça va commencer à être un peu long. J'ai peur d'un peu déborder, mais en gros, c'est très, très esthétique, c'est très, très propre. C'est ce qu'utilisent beaucoup de startups pour faire, des landing pages, et cetera. Donc là, je vais couper, ça sert à rien pour le coup, ça c'est un peu long. Ensuite, on va avoir Webflow. Donc là aussi, c'est très, très intéressant, c'est très, très, bien, c'est cool. On fait aussi des très, très beaux sites, mais il y a un peu plus de tout. C'est un peu plus complexe aussi, j'ai l'impression, par rapport à Framer. Framer qui est beaucoup plus simple. Mais là aussi, mais encore une fois, ça dépend de vos besoins. Moi perso, j'hésite entre les 2, mais je vais tester Framer. Si je vois que c'est un peu trop complexe, je passerai directement sur Webflow. Ensuite, on a Outsetà. Donc là, c'est, le SaaS que je vous ai expliqué, qui permet justement de faire, bah, tous les paiements, CRM, email et email transactionnel en plus, automatique. Helpdesk, donc tout ce qui est ah oui, Helpdesk, je vous en ai pas parlé. Ça vous permet de faire le SAV de manière très, très propre et cetera. C'est vraiment sympa. J'ai vraiment aimé en tout cas et c'est inclus à l'intérieur et donc ensuite on a l'authentification et la gestion, vous savez, des droits et cetera pour, ce que je vous ai expliqué pour donner accès, aux produits au client qui a payé. Ouais, donc très, très intéressant. Voilà, encore une fois, je vous mettrai le lien de ce Notion directement dans la description. Vous pourrez, vous amuser avec et le regarder puis, l'utiliser si vous en avez besoin, OK? Donc voilà. Donc là, on va passer maintenant sur la création du back-end. Alors la création du back-end, on va comment déjà construire le back-end? Pour tous ceux qui se posent la question, c'est super simple. OK? Donc le back-end, c'est le moteur, hein, c'est comment fonctionne votre SaaS. Donc là, c'est tout simple, c'est l'IA qui va le faire, directement pour vous. Vous allez le connecter avec Supabase et que vous allez parler avec lui: «Fais-moi ci, fais-moi ça». Il va le faire pour vous directement. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Ça, c'est très, très cool. Il y a des limites, il y a des façons de faire, il y a des trucs, des fois, il faut réitérer, mais vous avez quelqu'un qui le fait pour vous et surtout aujourd'hui avec, Claude 3.7, il y a peut-être des trucs encore un peu plus intéressants. OK. Ensuite, je vous ai conseillé bien sûr de faire, d'utiliser Lovable pour le back-end parce que Lovable a aussi des avantages par rapport à des intégrations. Donc là, encore une fois, je vais vous le partager. Vous voyez? Vous avez des intégrations qui sont natives et aussi des intégrations qui sont vérifiées. Donc Supabase, c'est natif, GitHub, c'est natif et ensuite vous avez ici, par exemple, un truc pour les images, pas en 3D, en IA, l'intelligence artificielle avec des prompts. Voilà, Runware. Vous avez OpenAI qui est intégré, Anthropic, donc Claude, Stripe, Recent, c'est ce que moi j'ai utilisé pour envoyer des emails, de transactionnels et donc voilà, c'est directement par API et cetera, et cetera. Il y en a plein d'autres, des trucs un peu plus techniques que je connais moins, des trucs pour les dashboards, je crois, des trucs interactifs, blablabla. Je connais pas tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez quand même, OpenAI, Anthropic, Stripe, et cetera, qui sont quand même connectés, pas natifs, mais presque, qui sont vérifiés et que vous pouvez utiliser directement sur Lovable. C'est pour ça vraiment que j'apprécie Lovable. OK? Tac, tac, tac. Alors là, j'en suis où? Tac, OK. Hop, on revient en arrière. Les conseils sur le back-end. Donc si vous avez un back-end assez complexe ou que vous souhaitez l'améliorer ou le modifier, pensez à prendre la version payante à 25 $ parce que c'est gratuit de base. Là, à l'heure actuelle, je paye encore rien, d'accord? Mais à un moment donné et même, là, très bientôt, je vais passer en mode payant pour des raisons parce que je veux apprendre à faire des backups comme il faut, en fait, hein, les backups, c'est des sauvegardes, si vous voulez. Les sauvegardes de, bah, tout le back-end. Je veux pas qu'il y ait à un moment donné une merde quelque part et que j'ai mon SaaS qui est foutu en l'air parce que j'ai pas de sauvegarde, vous voyez? Donc typiquement, au début, vous pouvez le faire un peu comme ça, mais si à un moment donné, vous voyez que ça commence à prendre de l'ampleur, il y a un truc qui se passe, ou que votre SaaS est complexe au niveau du back-end peut-être et que vous voulez pas vous planter, vous avez peur de casser un truc, prenez l'abonnement à 25 $, ça va quand même être beaucoup plus sympa. Vous allez pouvoir faire des sauvegardes et des clonages et honnêtement, franchement, c'est cool. OK? Tac, tac, tac. Ensuite, donc là, on va parler de tout ce qui est erreur, débugage, micro-SaaS. Là, c'est super intéressant parce que c'est un des trucs que vous allez rencontrer le plus, ça va être la gestion des bugs et croyez-moi, je vais vous enlever des épines du pied là, dites-moi merci s'il vous plaît dans les commentaires parce que vraiment, c'est vraiment painful comme galère, ça casse les pieds, hein, OK? Donc gestion de bug numéro 1. Donc les erreurs déjà de la console dans le navigateur, d'accord? C'est pas parce que vous avez, votre SaaS qui paraît propre que ça veut dire que vous n'avez pas de bug derrière. Il y a les bugs que vous voyez, mais il y a les bugs que vous voyez pas, comme dirait un ami à moi. Et les bugs que vous voyez pas, ils sont plus dangereux que les bugs que vous voyez, parce que justement vous les voyez pas.
Et c'est hyper important de toujours checker bien la console sur toutes les pages, sur toutes les actions, sur tout plein de trucs, de vraiment tester, 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 afin d'être sûr qu'il y a pas un bug ou une problématique trop, qui est trop, risquée. Parce qu'il y a peut-être des fois des trucs où vous allez avoir du mal à gérer, mais en soi, d'avoir au moins le minimum de bugs possible, ou en tout cas les moins, risqués. Ça, c'est, important. D'accord? Je vous ai fait une petite image ici, histoire de vous montrer un peu le truc. Donc là, par exemple, donc ce qu'on fait, c'est on appuie sur, bouton F12 si vous êtes sur Windows. Sinon, vous faites, clic droit, inspecter l'élément, et ensuite vous allez dans console à droite et vous allez pouvoir voir, hein. Donc là, par exemple, ici, il vous dit que, vous voyez, il y a des bugs. Vous voyez? Enfin des bugs, il y a des erreurs. Alors encore une fois, là, si je vois bien les bugs, ça, c'est des bugs plutôt liés à une extension Chrome à moi qui bloque des informations et cetera. Rien à voir avec, des vraies, problématiques. Mais en gros, c'est comme ça que ça se présente, vous voyez? Et donc ces logs là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez prendre le screenshot, l'envoyer sur Lovable, lui dire: «Voilà les bugs que j'ai». Encore une fois, n'abusez pas de ça, d'accord? Parce que si vous êtes sur la console, vous avez la capacité quand même de copier-coller. Si vous pouvez copier-coller, ça va vous économiser des crédits IA pour le développement de votre SaaS. Les screenshots, je les laisse pour certains cas de figure spécifiques, ou pour, par exemple, tout ce qui est base de données, d'accord? On parlera ça un petit peu après. OK? Donc plus important, c'est que vérifiez toujours les consoles sur toutes les pages, sur tous les éléments. À un moment donné, le payment success, la page de payment success, la page, ouais, alors la page payment success, ça dépend, parce que pour le coup, si vous utilisez, OutSeta, vous n'avez pas ce problème-là. Mais admettons, vous voulez pas utiliser OutSeta, vérifiez, la page de payment success pour vérifier que tout était nickel, OK? Par exemple, ou plein d'autres trucs. Toutes les pages, en tout cas, vérifiez-les sur la console, obligatoire pour être tranquille, OK? Ah oui, ouais, ce que vous voyez là, le script IA, c'est un truc qui arrivera très bientôt sur la chaîne, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous, tenez-vous au courant. Ça va être très, très, très intéressant. Ce que je vais vous partager avec, ce petit micro SaaS là, c'est vraiment, pour YouTube, pour, vous allez voir. Bon, bref, j'en parle pas, mais en tout cas, voilà, c'est pas mon micro SaaS, que j'ai développé, c'est plutôt, pour la chaîne, on va dire, OK? OK, donc là, on referme. Gestion des bugs 1, on en a parlé, d'accord? Ensuite, alors juste un autre truc, des fois, enfin souvent sur Lovable, il va détecter automatiquement les bugs, et donc vous aurez juste à cliquer sur fixe et cetera, il va le faire tout seul. Donc là, c'est vraiment pour les bugs que vous allez pas voir ou que lui-même ne va pas voir. Gestion des bugs numéro 2. Alors là, la gestion des bugs numéro 2. Donc les erreurs dans les logs de Supabase pour tout ce qui est back-end. Ça aussi, c'est super, super, super important. C'est ce qui va vous aider à résoudre des bugs. Parce que des fois, moi je sais qu'au début, je parle avec l'IA, je lui dis: «Mais résous-moi le truc», il me fait péter les plombs et je suis là en train de dire: «Mais répare, 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 répare», et lui, il est en mode aléatoire, genre, peut-être c'est ça, ah non, mais peut-être c'est là-bas. Il est vraiment, c'est au doigt mouillé, quoi. C'est: «Oh, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça». Et donc, je passe un temps fou à essayer de réparer des bugs, et je vois, il tourne en rond et je comprends pas. Et en fait, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, il n'a pas de piste. Il ne voit pas vraiment où aller. Il y a plein de raisons pour lesquelles le même bug peut apparaître. Vous comprenez? Et donc, le fait d'aller sur le back-end et d'aller lui demander surtout de bien penser à introduire des logs, au niveau, bah, des API, au niveau des webhooks et cetera, de tout ce qui peut être back-end. C'est pas forcément des API d'ailleurs, mais bon, en gros, tout ce qui est back-end, vous lui demandez dans les fonctions, donc là, typiquement, je vous ai écrit, demandez à Lovable ou à votre agent IA, donc ça dépend ce que vous utilisez, mais bon, pour le coup, Lovable, moi, de faire en sorte de remonter les erreurs de log directement dans les logs de la fonction, choisie, typiquement. Et donc là, vous lui dites: «Écoute, on ne sait pas d'où il y a le bug, OK, optimise toutes les logs que j'ai besoin pour résoudre ce bug». Boum, il va vous faire, il va travailler, il va faire en sorte que les logs remontent, directement, dans Supabase. Ensuite, ce que vous allez faire, bah, vous allez directement aller dans Edge Function dans Supabase. Je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Vous choisissez l'API, le webhook ou la fonction, et vous allez dans Logs, et puis ensuite vous cliquez et vous avez les erreurs qui apparaissent. Et là, vous prenez des screenshots ou vous copiez-collez, c'est vous qui voyez. S'il y a beaucoup d'erreurs, prenez un screenshot, ou enfin si vous souhaitez, ou sinon vous copiez-collez, ça dépend de vous en fait ce que vous voulez faire. Parce que des fois, j'ai eu des fois des bugs, il y a trois bugs en haut, puis après il y a tous les bugs en bas, enfin il n'y a pas de bugs en fait tout après, pendant, je sais pas moi, 40 lignes, et puis après il y a deux trois bugs encore différents. Et du coup, c'est un peu chiant de prendre des screenshots. Enfin, moi j'ai un outil qui le fait, mais des fois j'ai la flemme, donc je prends juste les erreurs des bugs parce que souvent ils se répètent, et ensuite je lui donne directement. Mais voilà, soit je fais ça, soit je prends un screenshot si c'est un peu complexe. Voilà, c'est un peu ça l'idée, OK? Donc là, je vais apporter une image pour apporter un peu plus de contexte à ce que je dis. Donc typiquement là, vous voyez, on est dans Supabase, la partie
Edge fonction, donc là, c'est la fonction, je sais plus ce que j'avais mis là, c'est transactionnel email. Ah oui, je ouais, OK. Transactionnel email et donc là, vous cliquez dans logs, donc quand vous arrivez dans overview, vous cliquez dans logs et puis après vous avez ici le moment. Vous pouvez choisir, hier, il y a 2 jours, il y a 3 jours, la dernière heure et cetera. Donc nous, le but, c'est d'aller dans la dernière heure quand vous êtes en train de développer votre tool. Vous allez pas aller, forcément, vous allez aller maintenant, quoi. OK? Et donc là, vous allez avoir ici au milieu du blabla avec, en rouge ou en bleu ou autre et puis, enfin ça dépend des couleurs parce que ça dépend de lui aussi comment il fait. Mais je crois que c'est en bleu, ouais. C'est rouge et bleu. Quand c'est rouge, c'est qu'il y a un bug, il y a un problème et quand c'est bleu, c'est qu'il y a pas de problème. Encore une fois, il y a des éléments qui peuvent être en rouge, mais c'est normal qu'ils soient en rouge. Donc vérifiez bien et parlez avec l'IA pour lui dire est-ce que ces bugs sont normaux ou pas par rapport à le cas de figure spécifique. Parce qu'il y a des fois des trucs où le bug est normal en fait. Le bug est normal parce que par exemple, je sais pas, il n'y a pas d'inscrit dans votre truc par exemple, admettons, et du coup vous lui demandez de faire une action pour tester quelque chose ou je sais pas, pour développer quelque chose, mais la fonction n'est pas exactement là où il manque quelque chose, vous voyez qui vous avez pas encore fait dessus et donc il vous dit qu'il y a une erreur, mais c'est normal parce que l'erreur, il faut que vous finissiez le travail pour que l'erreur disparaisse. Voilà, j'ai essayé d'expliquer, mais c'est un peu ça l'idée. Des fois, il y a des erreurs qui sont importantes et des fois, il y a des erreurs qui sont pas importantes, qu'il faut regarder un peu plus tard. OK? Alors, hop, gestion des bugs numéro 2. Ensuite, on a la gestion des bugs numéro 3. Donc là, ça va être tout ce qui est erreur, politique, RLS et sécurité. Donc là, ça va être vraiment, des trucs un peu différents, mais c'est toujours dans Supabase. C'est des, trucs de sécurité par rapport à votre SaaS et cetera. Donc vous devez absolument avoir un œil là-dessus et donc là, c'est assez simple, hein, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Oh là, qu'est-ce que je fais là? Alors attendez, hop, on reclique, voilà. Donc là, toujours dans Supabase, donc là, ça va être par contre dans la partie Advisor, vous voyez? Et donc là, vous allez cliquer directement dans Security, enfin Security Advisor et là, vous allez avoir des erreurs, des warnings et cetera. Donc vous cliquez dessus, vous prenez des screenshots, vous envoyez avec, Lovable, enfin, ouais, avec Lovable et puis vous parlez avec lui, vous essayez de résoudre le problème et cetera pour que ça soit fonctionnel et qu'il n'y ait plus de problème de sécurité. Voilà, OK? Déployer son micro SaaS. Donc là, maintenant, on va passer, pardon, à la partie le déploiement, c'est-à-dire une fois que vous avez développé votre SaaS, vous avez réglé les bugs, et cetera, vous allez pouvoir essayer de développer, déployer, pardon, le micro SaaS. Et donc là, vous allez avoir un certain nombre de choix en termes d'hébergeurs. Moi, je vous en recommande 2 pour des micro SaaS. Soit votre SaaS est relativement simple et statique, et donc là, vous allez passer sur un Netlify, très simple. Vous connectez GitHub avec Netlify, et quand vous faites une modification sur Lovable, pouf, ça part sur GitHub, pouf, ça part sur Netlify. C'est automatique. Vous n'avez rien à faire. OK? Ensuite, vous avez Vercel. Lui, ça va être plus pour des micro-SaaS avec un back-end un peu plus complexe, un peu plus costaud. Vous allez avoir besoin de certaines fonctionnalités peut-être. Vous allez avoir besoin d'un truc un peu plus costaud que Netlify. Et moi, personnellement, je ne l'ai pas encore testé, donc je ne vais pas vous mentir, mais ça doit être à peu près dans l'équivalent en termes d'intégration avec GitHub. OK? Ensuite, pour ceux qui ont des projets plus gros, je sais pas, vous avez Digital Ocean, mais des trucs encore plus gros, AWS et tout, mais c'est pas vraiment de notre niveau là pour le coup. Nous, on est sur des micro SaaS, des trucs relativement simples encore. Donc pour le coup, je sais pas si, ça a un intérêt d'aller ailleurs, mais bon, moi je vous les cite, mais voilà. OK? Déploiement. Alors, si cela se passe ouais, donc là, c'est par rapport à GitHub, ce que je disais. Si cela se passe avec GitHub, Lovable est synchronisé, avec votre, repository. Donc ça, c'est des sortes de fichiers sur GitHub qui, lui, est connecté à GitHub, donc il est connecté à Netlify. Donc voilà, ça vous fait le pont. Élément très intéressant qui vient de sortir récemment, d'accord? Donc, c'était, il y a 1 ou 2 jours. Il y a un jour, je l'ai appris. Ouais, ça fait un jour que c'est sorti et c'est l'opportunité, en fait, d'avoir directement l'ajout du nom de domaine directement dans Lovable. Donc ce qui fait que ça va accélérer encore plus vite votre, niveau de déploiement pour, tester votre SaaS, enfin votre micro SaaS en MVP. C'est que vous rajoutez directement votre nom de domaine à l'intérieur de Lovable et donc l'intégration est faite. Vous n'avez même pas besoin d'aller sur GitHub dans un premier temps. Enfin, si vous allez toujours sur GitHub parce qu'il faut sauvegarder vos dossiers, vous n'allez pas les laisser sur, Lovable. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé d'aller sur Netlify et donc ça, c'est relativement cool si vous voulez directement héberger votre produit, donc le app. Nom de domaine et cetera sur Lovable. Petite image là pour contextualiser. Donc là, vous voyez, j'ai pris, ici, vous voyez directement domaine et add new domain. C'est tout nouveau, hein, honnêtement, ça vient de sortir. Donc, vous voyez quand je vous dis, ils sont extrêmement chauds en termes d'itération et d'intégration de nouveaux trucs, c'est vraiment, super cool. OK?
Bon, maintenant, une fois que vous avez analysé et cetera, enfin analysé, déployé pardon, on va passer maintenant à la partie analyser, les datas, les informations et cetera de votre SaaS. Parce que si vous n'avez pas d'informations sur combien de visiteurs vous avez, combien de personnes ont converti, combien sont abonnés, combien sont partis, ça va être compliqué de piloter quelque chose. OK? Et donc vous avez besoin d'avoir des analytiques. Moi, dans mon cas, mon SaaS, j'ai développé toutes mes outils analytiques moi-même. J'ai développé, tout ce qui est affiliation, j'ai tout développé moi-même. Là, pour le coup, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple. En utilisant le framework PAPE, comme je vous l'ai montré, vous allez avoir des avantages, c'est que vous allez pouvoir avoir directement, par exemple sur Webflow, un analytique des datas directement sur Webflow. Donc ça va vous montrer les pages vues, si vous avez un blog, et cetera. Ça va vous montrer plein de trucs. Donc c'est vous qui allez choisir un peu ce que vous voulez par rapport à ce que vous avez besoin. Ensuite, non, pardon, il faut descendre. Hop là. Si vous êtes sur Framer, c'est pareil. Vous avez un analytique qui est déjà fourni avec, pour vous dire directement les sources du trafic, les pages, etc., etc. Et si, pour Outsetà aussi, qui est intéressant, c'est que vous avez aussi à l'intérieur d'Outsetà un analytique, un billing report, où dessus vous allez pouvoir avoir le nombre de personnes qui sont abonnées à votre micro SaaS, les MRR. Donc MRR, c'est les revenus mensuels. Ensuite, on va avoir le gross revenu, donc la croissance des revenus. On peut voir également les revenus par produit, le churn. Churn, c'est les désabonnements, les gens qui arrêtent de payer votre abonnement, par exemple. Donc là, on peut voir le churn, les gens, le nombre de personnes qui quittent le navire. Pareil pour churn revenu, c'est le churn revenu, c'est-à-dire combien vous avez perdu d'argent par rapport au nombre de désabonnements, quoi. En gros, c'est un peu ça. Vous voyez? Donc en fait, vous êtes pas, vous êtes, comment dire? Relativement, tranquille au niveau des datas. Après, bien sûr, vous avez Stripe, je l'ai mis là, mais bon, c'est pas très intéressant dans le sens où vous avez déjà des données un peu partout. Mais Stripe aussi, hein, vous pouvez aller voir, checker directement vos données. Donc voilà, vous n'êtes pas non plus, avec cette stratégie-là, vous n'avez pas besoin de développer vous-même toute votre analytique et tout votre truc, quoi. Ça, c'est cool parce que franchement, je me suis pris la tête à les faire. Et là, bah, c'est directement fourni, c'est cadeau, quoi. OK? Recommandations. Alors, pour les recommandations, j'en ai quelques-unes. Utilisez déjà votre agent IA de développement, donc dépensez les 20 ou 50 euros juste pour apprendre. Bidouillez, testez des trucs, amusez-vous et apprenez. Deuxième, tester et apprendre à utiliser aussi les autres outils du framework, typiquement Webflow, Outsetup. Bidouillez aussi avec, apprenez à les utiliser. Vous avez toujours des free trials, des trucs gratuits pour commencer à tester. Heu, Même Lovable, il y a 5 requêtes par jour gratuites. Vous pouvez déjà rien que vous amuser en mode gratuit. Ensuite, faites des tests et vérifiez que tout fonctionne bien. Clic par fonction, page par page, vérifiez vraiment que tout fonctionne bien, d'accord? C'est hyper important. Ensuite, faites aussi des tests, envoyez ça à des gens qui testent, des premiers utilisateurs, pas chers et cetera ou gratuits. Faites en sorte qu'ils testent, voir un petit peu les comportements, voir un peu où ça bloque, où il y a des problèmes. C'est hyper important, de garder ça à l'esprit. Ensuite, utiliser des screenshots, d'accord? C'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pas. Utiliser des screenshots, ça aide vraiment pas mal, sur plein d'aspects, autant pour les bugs que pour, plein d'autres choses. La conceptualisation du truc que vous voulez faire et cetera, intéressant à toujours utiliser. Et 5e, c'est ah oui, ça c'est un petit conseil, c'est que j'ai remarqué, c'est que le matin très tôt, l'IA est plus performante. Donc des fois, j'ai passé des nuits à travailler, je vous dis pas, j'ai pété les plombs. 2 heures du matin, 5 heures du matin, 7 heures du matin, 8 heures du matin, je suis là et tout, en mode guerrier, je pianote, je parle avec, un mec qui existe pas, une IA pour qu'il fasse mon truc. Je pète les plombs et là, je me rends compte vers 8 heures du matin, les trucs, ils se débloquent, et ça commence à dérouler et là, je dis: «Ah mais je suis trop content». Et ça me l'a fait plusieurs fois. Et en fait, je me suis renseigné un petit peu et j'ai compris et on m'a expliqué, en fait, c'est que ça dépend aussi des services de LLM. Donc en gros, Claude, notamment, ce qui est utilisé le plus souvent, c'est Claude pour le développement web. Et le truc, c'est que Claude, des fois, quand, il est en pic d'activité, typiquement, l'après-midi, aux États-Unis, par exemple, il va avoir des pics d'activité. Ils sont tellement harcelés, débordés en termes de requêtes API. Il y a tellement de gens qui sont en train de faire la même chose, que ce soit en termes de code ici, mais aussi sur, Cursor, mais aussi des gens qui utilisent Claude, pour, je sais pas moi, des trucs, de base, je sais pas, vous savez, le Claude de base à 20 balles. Et en fait, il y a tellement de monde que ça sature, qu'ils sont obligés à un moment donné de redescendre dans le LLM. Ça veut dire que vous avez peut-être pas le 3.5, mais vous avez celui d'avant. Ou si c'est pas le 3.5, c'est peut-être celui d'avant encore, vous voyez? Donc du coup, ils redescendent en qualité d'IA, ce qui fait que, bah, quand vous lui parlez, vous lui demandez de faire des trucs, bah,
casse votre truc parce qu'en fait, il est pas aussi performant. Donc vous vous êtes habitué à un niveau de qualité et puis d'un coup, boum, ça downgrade et ça fout le bazar dans votre SaaS et là, faut réparer, faut réparer. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pété les plombs tellement de fois que j'ai envoyé à Lovable des messages où je pétais les plombs en leur disant: «Mais les gars, vous vous rendez compte? Ça, c'était le premier jour où j'ai eu des bugs avec Stripe. J'ai dépensé 100 crédits pour Stripe, 100 crédits de Lovable, juste pour Stripe» et je lui ai envoyé, je dis: «Mais c'est pas possible votre truc là, comment c'est possible?» Ils m'ont dit: «On est désolé» et cetera. Ils m'ont remboursé. Vous voyez? Enfin, ils m'ont remboursé, ils m'ont redonné sans crédit, mais en s'excusant et cetera. Mais après, c'est là où j'ai compris en fait que c'est pas linéaire. Il y a des horaires intéressantes. À vous après de tester, de voir là où si faites plus de la merde ou pas, au cas où et en espérant bien sûr que ça évolue avec le temps. Là, en tout cas, au niveau du 3.7, le niveau il est balèze, hein, parce qu'il me fait pas qu'une seule page, il me fait plein de pages. Là où à l'époque, je donnais des conseils en disant: «Faites vraiment étape par étape, prompt par prompt, mais vraiment sur des détails et cetera. Ne jouez pas sur, des gros prompts. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous pouvez lui donner des gros prompts. Le 3.7, il est redoutable. Il arrive à vraiment faire beaucoup de choses. Bon bref, ça c'est un petit truc au passage que je vous dis comme ça. OK? Donc voilà, ça c'est quelques recommandations, quelques conseils. Maintenant, on va parler donc de faire connaître le micro SaaS, en termes de marketing, hein. Parce que là, du coup, au début, il faut, un moyen d'attirer des gens à vous pour qu'ils commencent à, par exemple, payer. Dans le cadre où bien sûr on fait un micro SaaS classique, hein, on est d'accord? De niveau 1 ou même de niveau 2 d'ailleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est que enfin ce qu'on va faire, ce que je vous conseille, c'est de passer directement sur de l'affiliation. Donc concentrez-vous vraiment sur l'affiliation. Dans Outsetap, vous pouvez intégrer de l'affiliation avec un outil qui s'appelle, Ratefull, qui est directement déjà, heu, avec une intégration native dans Outsetap. Donc, vous voyez, ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que vous avez, directement le truc qui est intégré. Vous avez 14 jours gratuits, mais par contre, c'est vrai que le prix, pique un peu, mais franchement, c'est un must have. Ça va être, 49 dollars par mois. Mais là, du coup, vous allez pouvoir avoir, jusqu'à 7 500 d'affiliate. Pour un début, c'est relativement, cool parce qu'après, vous pouvez avoir, vous pouvez monter quoi. Vous pouvez être un peu plus tranquille parce que si tant que l'affiliation est rentable, bah, tout est rentable quoi et honnêtement, ça vaut le coup en tout cas. D'avoir de l'affiliation, c'est vraiment primordial. OK? Donc intégrer l'outil, et proposer, je sais pas moi, selon les coûts, parce que des fois, vous avez des coûts un peu plus, gros, des coûts un peu plus faibles, en termes d'API ou je sais pas, mais donc là, en gros, moi, j'irais par exemple jusqu'à proposer 40 de commission à des affiliés, hein, en lui disant: «Si tu me ramènes un client, je te donne 40 quoi». Je trouve que c'est gagnant-gagnant. Ça fait quasiment du ouais, si on met la TVA et cetera, vous, ça vous fait pareil. Donc ce que gagne l'affilié, vous gagnez aussi. Donc ça fait du 50-50 avec 40. Si vous le pouvez, bien sûr, hein, ça dépend des cas de figure et cetera. Mais c'est hyper intéressant parce que du coup, au vous allez me dire: «Mais ouais, mais j'aimerais bien faire de la pub Facebook ou Google, machin». Non, ne faites pas ça. Ne faites absolument pas ça parce que je vais vous expliquer. Si vous faites de la pub, mais que vous avez aucune information sur les conversions de votre page, sur, la LTV de votre client, sur plein d'éléments, genre, je sais pas, le prix des concurrents et cetera. Vous n'avez pas fait tout votre truc, vous voulez juste faire de la pub pour voir si vous convertissez. Non. D'abord, ce que vous allez faire, c'est d'abord faire de l'affiliation avec le prix le plus petit possible. D'accord? N'essayez pas forcément de faire le prix le plus gros, faites le plus petit possible de ce que vous pouvez ou ce que vous estimez être intéressant. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de très rapidement avoir des users, de voir un petit peu. Ensuite, une fois que vous avez des users, vous arrivez à convertir avec des affiliés, et cetera, vous allez commencer à augmenter vos prix et vous allez pouvoir tester un peu vos limites et voir à partir de quand ça convertit à combien, pourquoi et cetera. Vous allez pouvoir faire un peu d'A/B testing avec le temps et cetera et évoluer petit à petit. Une fois que vous saurez optimiser vos pages, vous saurez optimiser, votre prix, vous saurez optimiser, la LTV de vos clients pour qu'il reste le maximum et cetera, bah, vous saurez que votre page, elle convertit à 5 et que, par exemple, votre produit, les clients, ils restent, 28 mois. J'en sais rien, enfin pas 28 mois, mais admettons, allez, c'est un peu gros quand même. C'est rare les trucs qui restent 28 mois, c'est plutôt les gros sas. Disons, 8 mois, voilà. Vous savez que votre enfin pas allez, on va dire 6 mois, allez hop, 6 mois ou honnêtement même 4 mois, vous arrivez à optimiser ça en 4 mois, admettons. Bah, à ce moment-là, vous pourrez passer dans un modèle ads et cetera parce que vous savez qu'au moins vous avez la majorité des gens restent avec vous, 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça vous fait, si vous vendez votre produit 30 euros, ça vous fait 6 fois 30. Je vous laisse faire le calcul, ça doit faire 240 balles si je me trompe pas. Donc du coup, vous savez que vous pouvez aller relativement loin en termes d'acquisition. Parce que la publicité, c'est de l'acquisition, c'est celui qui est prêt à dépenser le plus qui gagne. Du coup, si vous êtes capable, vous, de dépenser 100 € pour avoir un client, vous saurez que derrière, vous avez 140 € de marge, vous voyez?
et c à ce moment-là, vous pouvez jouer avec les gens qui font de la pub l'esprit clair. Mais si vous avez aucune idée de votre taux de conversion, vous avez aucune idée de la LTV de votre client, alors là, bon courage parce que dès que vous allez dépenser 50 €, 100 60 €, 70 €, vous allez paniquer, vous dire: «Mais ça marche pas» et cetera. C'est juste que vous avez pas compris le game, en fait. C'est qu'en fait, c'est un game de LTV, c'est un game de voilà, où vous allez, réengager les gens, réabonner les gens et cetera, avec des promos, des machins. C'est un game de long terme et donc à la fois, l'affiliation vous donne de la rémunération, mais ça vous permet aussi de faire de la du testing, d'optimiser, d'apprendre, de comprendre et d'évoluer. Donc allez sur de l'affiliation ou à la limite, partez aussi sur même, je sais pas moi, des shorts, sur des vidéos YouTube, et cetera, et cetera. En tout cas sur de l'organique. Mais l'affiliation, c'est quand même relativement pratique parce que vous pouvez avoir plein de gens qui vont travailler pour vous. OK? Ensuite, petit rappel, voilà ça, c'est petit rappel. Cette stratégie peut vous aider, pour créer votre MVP. Mais si votre projet décolle et que vous souhaitez internaliser plus de fonctionnalités ou diminuer les coûts, il vous faudra passer à d'autres outils, voire prendre un développeur. Ce que j'essaye de dire là, c'est que ce que je vous ai montré, ce que je vous aide, ou je vous partage, c'est pour aller très vite. C'est pas pour optimiser, c'est pas pour un truc parfait. C'est loin d'être parfait. Il y a des intermédiaires, Otseta prend même 2 de conversion, prend 2 de par rapport, au CA et cetera, comme, Shopify le faisait, ou le fait toujours, mais, faut passer sur Stripe, enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste relativement cher. C'est pas optimisé, c'est pas parfait, mais purée, qu'est-ce que c'est fonctionnel. Vous allez très, très vite pouvoir mettre un truc sur le marché en vous concentrant sur la base de base, c'est-à-dire en gros, le produit et le reste, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement le modifier, l'optimiser par rapport à ce que vous voulez en remplissant les blancs un peu, vous savez? En un truc très simple et donc ça va vous permettre d'avoir des réponses. Pendant quelques mois, vous allez pouvoir l'utiliser pour générer peut-être vos 20 000, 10 000, 50 000, 100 000 1 revenus qui vont, eux, vous servir à prendre un dev, à prendre quelqu'un pour optimiser, pour améliorer et cetera et puis continuer à grossir. Pourquoi? Parce que vous avez la confirmation du marché que ce que vous avez fait intéresse les gens. Vous voyez? C'est hyper important de comprendre cette chose-là. C'est que ce n'est pas, c'est pas comme un Shopify, par exemple, où, je vous montre, un truc où je vous dis: «Vous faites ça, ça, ça» et puis voilà et en fait après non. Il faut même sur Shopify ou, en e-commerce, il faut continuer à évoluer, il faut améliorer, il faut chercher à optimiser et cetera. Vous pouvez pas rester sur votre laurier et encore plus pour un SaaS, c'est que vraiment ça va vous mettre le pied à l'étrier, ça va vous permettre d'avoir un business ultra, rentable, quelle que soit la monétisation que vous allez prendre. Mais de l'autre côté, il faut quand même continuer à le développer, à travailler avec et cetera. D'accord? Le but ici est vraiment de confirmer le marché, votre produit, votre idée, mais pas forcément de voilà, c'est pas une martingale, OK? Hyper important, OK? Ensuite, là, je vous ai fait donc une liste de 50 idées de micro SaaS. Petite information, ce sont des idées, inspirationnelles. On est je C'est pas une idée, ce sont pas des idées à reproduire, pour ce que c'est, d'accord? Ce sont des idées inspirationnelles, c'est-à-dire que j'essaye de vous inspirer. Parce que derrière, vous allez pouvoir vous faire un truc, une des idées, vous dire: «Ah ouais, mais» y réfléchir, vous dire: «Ah mais en fait, il y a ça qui est intéressant, ça que je peux faire, peut-être ça». En fait, vous allez vous dire que la fonctionnalité A que je vous ai proposée, bah, en fait, c'est plutôt la B qui est meilleure et cetera. Parce que vous aurez réfléchi, vous aurez testé peut-être, vous aurez dit les gens vous ont dit: «Mais en fait, ils veulent ça», vous voyez? Donc en fait, c'est vraiment un moyen hyper intéressant, de vous inspirer. Voilà, OK? D'accord, donc je vais vous montrer quelques-unes. Le but ici n'est pas forcément, de commencer à comment dire? À dévoiler un peu les 50 parce que 50 ça en fait pas mal. Mais là, par exemple, je vous ai mis un micro sas de résumé quotidien d'actualité. Vous pouvez vous dire: «Mais en fait, c'est une newsletter, je peux le faire tout seul, pas besoin de faire un SaaS, c'est un micro SaaS». Ouais, mais le micro SaaS derrière, lui, il peut aller récupérer les données tout seul, agréger et connecter un peu toutes les informations, faire le résumé de la journée de toutes les nouveautés, par exemple en IA et ensuite envoyer à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où le SaaS commence à être très, très cool, quoi. Vous voyez? Donc là où les autres vont écrire à la main et cetera, là, vous pouvez l'automatiser. Vous pouvez avoir des idées quotidiennes de contenu sur LinkedIn. Des gens qui savent pas quoi vraiment de quoi parler, bah, voilà, vous leur faites un SaaS, gratuit sur, le contenu, puis vous leur vendez, je sais pas moi, la génération des posts par exemple, ou je sais pas, enfin on peut imaginer plein de choses. Service, d'idées de produits e-commerce. Donc ça, c'était un truc qui avait pété il y a quelques années, où il y a des gens qui vendaient en fait l'analyse des produits en dropshipping par exemple. Et bah, vous pouvez faire la même chose de manière un peu plus automatisée directement et proposer directement aux gens des analyses alerte tendance TikTok, et cetera. Il y en a plein d'autres, il y en a 50 que je vous ai fait. Encore une fois, vous avez le lien dans la description. Vous pouvez directement
bah, cliquer puis récupérer tout ce travail que j'ai fait pour vous. J'espère que ça vous a plu, hein. Lâchez des likes les gars s'il vous plaît parce que vraiment je me suis pris la tête. OK. Maintenant, je pense qu'on est arrivé à la fin, enfin pas vraiment tout à fait. Maintenant pour ceux qui souhaitent, que je les aide à développer le MVP du Microsoft qu'ils souhaitent, n'hésitez pas, je vous ai fait un petit bouton ici. Vous allez pouvoir réserver avec moi directement, 1 heure en tête-à-tête où on va pouvoir discuter de votre SaaS, on va pouvoir voir ensemble ce qui est possible de faire, ce qui est pas possible de faire, comment je peux vous aider et cetera et peut-être travailler ensemble sur, éventuellement le futur ou autre, si vous voulez développer un peu plus loin, votre projet, que vous avez besoin d'aide et cetera, bah, n'hésitez pas. Moi, j'apprends en permanence des trucs, donc moi, d'un côté, ça me permet d'apprendre de nouveaux trucs en plus pour apporter à la chaîne, mais en plus de ça, ça me permet moi aussi de voir et de découvrir des trucs intéressants. Donc c'est gagnant pour tout le monde. Si ça vous intéresse, il y a 1 heure que je vous offre directement. Il suffit juste de réserver sur Calendly le rendez-vous, et voilà, donc je vous mets là le petit bouton, cliquez, donc voilà 002 euros. Et vous choisissez, la journée, l'heure. Bon là, j'ai mis un peu tout le monde, hein, j'ai mis un peu toutes les dates, sauf le dimanche, hein, jour du Seigneur les gars, faut que je me repose un peu. Moi je m'arrangerai donc là encore une fois, c'est assez exceptionnel donc profitez-en. C'est vraiment un truc que je fais pas souvent, mais la thématique me passionne tellement, j'ai tellement envie d'apprendre plein de trucs et de faire plein de trucs donc si vous voulez que je vous aide, n'hésitez pas, profitez-en dès maintenant et je sais pas pendant combien de temps ça va être encore disponible, mais voilà. En tout cas, moi je propose, je laisse la porte ouverte. À vous de voir si ça vous intéresse ou pas, OK? Pour le reste, encore une fois, si ça vous intéresse, vous aurez le lien de cette page Notion avec, toute la masterclass que vous allez pouvoir directement, récupérer, étudier et cetera, de votre côté, si ça vous a plu et donc bah, voilà, j'espère avoir fait le tour, j'espère avoir, parlé de plein de choses. Il manquait peut-être un élément, ça aurait été plutôt peut-être comment tester l'idée. Ça, c'est peut-être un sujet que je parlerai dans une autre vidéo, OK? En tout cas, abonnez-vous si ça vous intéresse et si vous aimez ce que je fais. Ça m'a fait plaisir. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Salut.